Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire organisé par Bibouda, un webinaire évidemment qui tombe dans l'actualité parfaitement puisque nous allons traiter ce soir de l'immunité et l'immunité vue par un naturopathe et pas n'importe lequel. Alain Luot, bonsoir. Bonsoir François. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes nutritionniste, vous êtes aromatologue et vous êtes naturopathe, également auteur d'un livre sur le jeûne. Et ce soir, donc, nous allons parler en détail avec vous de toutes les pistes naturelles, naturopathiques, aromathérapeutiques qu'on peut utiliser pour renforcer son immunité et lutter évidemment contre le virus qui nous encercle. Et c'est pas fini, nous dit-on. Et moi-même, ce soir, pour vous accompagner, je suis François Lehne, je suis journaliste et responsable du site de santé naturelle qui s'appelle pressanté.com. Voilà pour les présentations. Bien, commençons Alain. Alors, en préparant cette émission, tu m'as confié que tu avais été toi-même concerné au premier chef par le virus, puisque tu as été infecté par le virus et tu as déclenché les symptômes, alors des symptômes que tu vas nous décrire, mais les symptômes de la maladie Covid-19. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ? Tout à fait. Bon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver dans cette soirée un peu particulière de confinement, mais qui est un moment justement clé pour pouvoir partager nos expériences et notre expertise. Alors, il se trouve que depuis début mars, quand le coronavirus est arrivé en Chine, j'avais commencé à m'intéresser un peu au sujet, à commencer à préparer quelques écrits et à préparer un document, entre autres un qui a été transféré par Bibouda. Donc, j'étais pour le moment dans la théorie, et il se trouve que le hasard qui n'existe pas a fait que une de mes filles qui est venue à la maison se confine avec nous, elle travaille dans un lieu, dans un hôtel où il y a une famille qui a été contaminée, et on a su ça simplement 2-3 jours après. On s'est pas affolé. On a mis en place un certain nombre de mesures dont je vais vous parler ce soir, ce qui fait que ça va me permettre de pouvoir vous en parler non pas qu'en tant que professionnel de santé, mais en tant également de professionnel de santé qui a vécu cette expérience. Et donc, ça nous a amené à traverser un certain nombre de symptômes et de se rendre compte que bon, c'est pas une petite grippette. C'est vrai que certains se sont un petit peu dit, ont minimisé en disant c'est une petite grippe, mais d'un autre côté, c'est pas non plus forcément dramatique à partir du moment où on a un système qui fonctionne bien. Et justement, ça va être l'objet ce soir de parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre santé, que notre corps se porte bien et le mettre dans l'environnement le plus favorable pour lui permettre de faire son job. Donc, à la fois, je vais vous parler à travers ce regard de professionnel de santé, et en même temps, je témoignerai de ce que nous, on a mis en place pour ma famille et moi-même, et de voir que finalement, les résultats sont extrêmement intéressants. Et quand je dis encore, je ne sais pas où sont leurs sources, je ne vais pas faire de la contre-publicité, mais dans une revue grand public qui dit qu'il n'y a pas de publication sur l'aromathérapie et les virus, et que l'aromathérapie n'a aucune utilité sur le coronavirus, je peux vous expliquer que quand on prend certaines huiles essentielles dont je parlerai au cours de ce webinaire, ça fait une différence au niveau symptomatique. Donc, même si je n'ai pas les études scientifiques sur le Covid-19, je peux vous dire que j'ai pu expérimenter que ça avait une grande efficacité. C'est pour ça que ce séminaire va être passionnant, parce que vous allez pouvoir témoigner des effets, des recommandations que les nutritionnistes, les naturopathes donnent au grand public, avec un certain mépris, toujours regardé avec un certain mépris par les médecins. Et bizarrement, ça permet de peut-être mieux gérer si le virus arrive, de l'empêcher de s'installer, ou du moins de faire en sorte que les symptômes ne soient pas des symptômes aigus. Donc ça va être vraiment passionnant de vous écouter à ce sujet-là et au sujet de vos recommandations que nous appliquerons tous. Mais d'abord, un petit regard périphérique et général sur la situation. Qu'est-ce que l'épidémie vous inspire ? Comment est-ce que vous voyez ça, vous, de votre hauteur de naturopathe ? Je réfléchis au sujet. C'est vrai que l'avantage du confinement, ça nous laisse un temps qui est habituellement avec une vie professionnelle riche entre les consultations, les conférences, les webinaires, les cures de jeûne que j'encadre et l'écriture. Et là, du coup, ça m'a amené un petit peu à réfléchir et à me dire, à regarder un petit peu les statistiques et m'interroger sur un premier phénomène qui a été le suivant, de dire aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, la mortalité dans les pays occidentaux, en particulier en Europe, aux États-Unis, donc ce qu'on appelle le monde occidental, les statistiques sont pratiquement plus mauvaises que l'Est, les pays d'Est, en allant jusqu'à l'Asie, même si on peut être peut-être suspicieux sur les
statistiques officielles de la Chine en particulier, mais ne faisons pas de procès d'intention, puisqu'on peut comparer ça aussi à d'autres pays plus pauvres, dont l'Inde, entre autres, puisque là on a les statistiques sur l'Inde, même si le virus arrive un petit peu après, finalement, la mortalité est plus élevée aux États-Unis, puisque c'est le numéro 1, et en 2 en Europe. Alors moi, en tant que professionnel de santé, et en tant que, j'allais dire, spécialiste et passionné par l'approche de médecine de terrain, je me suis dit finalement, si les conditions de vie dans lesquelles sont ces pays en voie de développement sont plus précaires, qu'est-ce qui peut expliquer que chez nous, avec l'argent qu'on a, les moyens financiers qu'on a pour développer notre système médical, avec toute l'industrie pharmaceutique qui fait des recherches énormes sur des nouvelles molécules, pourquoi on n'est pas mieux protégé? Voilà. Je vous laisse répondre à la question. Je laisse aussi chacun et chacune répondre à ça, mais ça interroge. Et c'est vrai que c'était ma première interrogation. Et ça m'a motivé à me dire, mais finalement, ce que je fais, ce que j'enseigne, ce que je professe, mais également ce que je pratique, ça a du sens. Ça veut dire que l'environnement dans lequel on est, peut-être qu'on ne peut pas compter que sur la médecine. Et on l'a bien vu aujourd'hui, le système médical a montré ses limites. Malheureusement, c'est un grand drame, c'est que les possibilités d'accueil des personnes en phase aiguë de cette maladie ne pouvaient pas être tous accueillis ou l'ont été dans des conditions un peu compliquées, ce qui oblige à prendre des mesures drastiques par les politiques des différents pays, parce que c'est pas qu'un problème franco-français. Et derrière, est-ce qu'on n'aurait pas une carte à jouer, nous, en tant que professionnels de santé, en tant que naturopathe et en tant que spécialiste de la médecine de terrain, à renforcer notre terrain, renforcer notre immunité, notre fonctionnalité. Donc, finalement, ça a du sens. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est en train de nous montrer cette épidémie, plus exactement cette pandémie, puisque ça touche la totalité de la planète, c'est que finalement, le plus important, c'était d'aller cultiver l'autonomie. On ne peut pas compter que sur le médecin, on ne peut pas compter que sur l'hôpital, on ne peut pas compter sur l'extérieur. Et je fais une petite parenthèse, François, pour vous dire que finalement, ce qui m'a amené, moi, être naturopathe, c'était pas mon premier métier, j'avais un premier métier, c'est simplement des problèmes de santé, c'est une confidence que je vous fais ce soir, à 25 ans, qui m'ont amené justement à être confronté à des problèmes de santé pas gravissimes, mais qui m'obligeaient à être dépendant du système médical, dépendant de l'hôpital, dépendant des médecins, sans pour autant savoir ce que j'avais, et eux non plus du reste, à être quand même en souffrance pendant 3 mois. Et ça m'a ouvert sur une autre forme de médecine. C'est là où j'ai découvert, à l'âge de 25 ans, la naturopathie. Et ma première quête, ça n'a pas été d'être forcément naturopathe ou professionnel de santé, c'était de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être autonome. Et je vais étudier, parce que bon, c'est pas en lisant un livre, en écoutant un webinaire, bien sûr, on a plein d'informations, mais si on veut vraiment l'utiliser au fond, il faut aller plus loin. Donc, il faut se former. Et ma quête, c'était de dire, je vais me former. Dans un premier temps, c'était pour comprendre les mécanismes et surtout pour cultiver l'autonomie. Bien, ces démarches que j'ai eues il y a 35 ans maintenant a complètement du sens pour moi parce que je me dis, c'était juste de le faire. Ça m'a permis d'être autonome dans la gestion auquel on était confronté par rapport à la confrontation avec le virus. Et en même temps, c'est ce que j'enseigne et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais mon message d'introduction, qui est un message, me semble-t-il, qui prend toute sa place dans l'environnement dans lequel on est, cultiver l'autonomie. Il y a un proverbe de bon sens qui disait justement, on peut compter sur soi-même, mais c'est vrai que ça prend toute sa valeur. Comptez sur vous. Ça n'empêche pas, bien sûr, d'aller consulter, d'avoir des hôpitaux qui font des métiers précieux, d'avoir beaucoup de respect pour tous ces personnels. Mais plus on a une autonomie, plus on peut faire les premiers gestes, plus on peut connaître les clés de l'hygiène de vie adaptées pour pouvoir renforcer son terrain, et mieux on est armé pour lutter contre les envahisseurs extérieurs. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse, si tu permets, François. C'est justement sur la vision aujourd'hui dogmatique dans laquelle on se retrouve, qui connaît aussi ses limites. C'est qu'aujourd'hui, le monde occidental, la médecine moderne, et non pas traditionnelle, parce que la tradition, c'est la médecine d'Hippocrate, qui n'a pas la même approche. Bien, la médecine moderne, c'est complètement focalisé, et on le voit avec l'engouement que ça prend avec cette épidémie, sur le méchant, c'est l'autre, c'est le virus, c'est la bactérie, et qu'on est complètement focus là-dessus. On a juste oublié quand même une chose, c'est qu'on a un système qui s'appelle le système immunitaire, dont on a entendu parler sur Bilouda la semaine dernière. J'ai écouté le webinaire de mes confrères et consoeurs en approche de médecine de terrain, aussi avec une approche de compréhension de médecine de terrain, disant, mais voilà, on a un système immunitaire qui est extrêmement intelligent, il est plus intelligent que tous les médecins, il est plus intelligent que toutes les industries pharmaceutiques, que tous les médicaments, et on a oublié que c'est lui qui devait faire son job. Et quand on replace la personne dans le bon environnement, quand on cultive une hygiène de vie la plus proche de ce dont le corps a besoin, eh bien finalement, on se rend compte qu'on a
des capacités extraordinaires. Et rappelons quand même que si nous sommes là aujourd'hui au XXIe siècle, c'est que nous sommes les héritiers de personnes qui ont vécu dans des environnements extrêmement difficiles, bien plus difficiles qu'une épidémie de coronavirus, de Covid-19, qui sont retrouvés dans des conditions de vie extrêmes, qui ont su s'adapter à ces conditions de vie, et ces ancêtres lointains nous ont légué un patrimoine extrêmement précieux qui s'appelle le génome. Et dans notre génome, nous portons encore la mémoire, les programmes pour pouvoir se défendre des conditions les plus difficiles. Mais dans ce monde occidental, et c'est peut-être une piste de réflexion par rapport à cette épidémie, c'est que justement on est peut-être trop feutré, on est peut-être trop surprotégé, peut-être qu'on mange trop, c'est même sûr, peut-être qu'on est surmédiqué, c'est même sûr, et que finalement on n'arme plus on est vacciné, on est survacciné, ça c'est sûr aussi, et donc du coup on donne plus les manettes à notre propre, ce qu'Hippocrate appelait le médecin intérieur, notre système immunitaire, ou le vis medicatrice naturae pour les spécialistes du latin, c'est-à-dire que la nature est guérisseuse, eh bien on a oublié cette voie-là. Donc voilà ce que me donne comme regard cette situation, et je trouve que c'est un virage extrêmement intéressant, et j'espère qu'à l'issue de cette épidémie, eh bien ça va réveiller le plus de possible de conscience sur l'importance de l'autonomie et d'être soi-même son premier médecin en étant à l'écoute de son médecin intérieur. Excellente introduction, Alain. Tout à fait. Tu cernes bien les problèmes, tu poses bien les problèmes. Et d'ailleurs, effectivement, pour souligner l'importance du terrain, comme tu dis, c'est fascinant, c'est stupéfiant de voir que 80% des gens qui sont infectés par le coronavirus ne développent pas de symptômes. C'est-à-dire qu'il y a des terrains, peut-être que c'est des gens qui ont une bonne hygiène de vie, voilà, sur lesquels ils sont testés positifs, mais il n'y a pas de symptômes. Et les symptômes se déclarent que sur d'autres terrains. Donc effectivement, peut-être que la notion de terrain, de renforcer son immunité, ce dont on parle maintenant, c'est absolument capital, et effectivement, notamment en termes de dotation, d'hygiène de vie, de prévention. Voilà. Alors d'ailleurs, quelles seraient, d'après toi, les grandes lignes, par quoi est-ce qu'il faudrait commencer si je voulais renforcer mon immunité de telle sorte que le germe pathogène ne s'installe pas chez moi? Quelles sont les premières mesures à prendre? Alors déjà, avant de répondre à ta question, j'aimerais rappeler que la santé, c'est bien plus qu'une absence de maladie. C'est pas moi qui le dis, c'est la définition même de l'OMS. Et j'aime beaucoup cette définition, même si l'OMS est critiquable par certains aspects, entre autres sur sa vision hyper vaccinaliste. Mais en tous les cas, cette définition me plaît beaucoup parce qu'elle veut dire que on n'est plus dans un système où on lutte contre la maladie, mais on doit mettre en place un certain nombre de clés, un certain nombre d'éléments pour permettre justement à ce que cette vis médicatrice naturelle soit efficiente, c'est-à-dire notre propre médecin intérieur. Donc, en tant que naturopathe, je me situe en tant que naturopathe, eh bien, on va parler justement des outils que nous utilisons en naturopathie, sachant que la naturopathie est à la fois un métier d'éducation de santé, mais un métier qui reprend tous les fondamentaux des hygiénistes des siècles passés et qui s'inscrit et qui se nourrit dans le terreau de la médecine hippocratique. Donc, quand j'ai dit ça, bien sûr, je vais parler du premier pilier qui devrait nous être utile, tel que le définissait le grand maître de Causse, Hippocrate, à savoir que ton aliment soit ta première médecine et que ta première médecine soit ton aliment. Donc, c'est oublier aussi qu'il y a peut-être un lien de causalité entre ce qu'on met dans l'assiette 3 fois par jour et justement nos problèmes de santé. Je ne vais pas parler d'obésité, je ne vais pas parler de diabète, le premier tueur dans le monde. Il y a eu une très bonne émission cette semaine sur Arte sur le sujet. Ceux qui l'ont pas vu, j'invite vraiment à le regarder en replay. Je l'ai regardé en replay, c'est très très bien. En plus, c'est Thierry Lestrade et Sylvie, je cherche son nom, qui est les mêmes réalisateurs que le jeune, le documentaire qui a été fait sur le jeune, donc très bon documentaire. Mais simplement, donc on va parler du premier pilier, de l'alimentation. À travers ce premier pilier de l'alimentation, je redonnerai quelques clés importantes au-delà des dogmes, au-delà des modes, au-delà des régimes. Qu'est-ce qu'une alimentation la plus adaptée pour cultiver votre santé? Donc là, on n'est pas dans des modes, on n'est pas dans des engouements, on est simplement dans de la physiologie. C'est-à-dire, mon corps, il fonctionne d'une certaine façon. Et je vous disais que nos ancêtres lointains nous ont légué un patrimoine extrêmement précieux dans leur génome, c'est-à-dire l'adaptation à l'environnement, mais notez qu'il y a quand même une différence fondamentale entre la façon dont mangeaient ces ancêtres lointains et aujourd'hui la façon dont on mange. Et donc, par contre, notre génétique a pratiquement pas changé. Donc, c'est sûr que si en modifiant l'alimentation avec la génétique qui crée les programmes, qui fabrique les protéines, qui fabrique les molécules, ça change pas, à un moment donné, ça coince. Je ferai peut-être aussi un petit focus sur un point important, parce que dans mon entourage familial, amical et professionnel,
Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, étant confinés, se mettaient à cuisiner davantage, c'est très bien, reprennent les mains de la cuisine, ça c'est une très bonne nouvelle, mais ce qui est un peu moins une bonne nouvelle, c'est de surmanger et, lorsqu'on s'ennuie, de confondre des outils de libération émotionnelle avec l'aliment réconfort, et donc ça mène plus d'aliments. On voit ça aussi sur le ramadan, hein. C'est des choses, des études qui ont été faites, c'est qu'en sortie de ramadan, il y a une prise de poids comment dirais-je, et une augmentation des diabètes et de l'obésité. Et les deux parallèles entre les deux, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose, on est frustré, on n'est pas bien, ou en tous les cas, il y a comment dirais-je, un interdit de, ou une impossibilité de, je parle du confinement, et ou de manger quand on est en jeûne, ramadan ou autre. Et à ce moment-là, si on n'a pas réglé ses émotions à ce moment-là, on décuple et l'aliment devient le réconfort. Donc on fera un focus là-dessus pour quelques clés pratico-pratiques pour éviter le grignotage et ne pas tomber dans le piège des aliments réconfort à outrance en tous les cas. Deuxième pilier qu'on utilise en naturopathie, c'est ce qu'on appelle le pilier de la psychologie ou de l'hygiène neuropsychique. Donc, je développerai ça. Le troisième pilier, là, je parle vraiment des techniques majeures. S'il y a des consoeurs, confrères qui nous écoutent, donc c'est ce qu'on appelle techniques majeures en naturopathie traditionnelle, c'est tout ce qui est lié à l'activité physique. Alors, je sais que tout le monde n'est pas égaux, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin ou d'habiter en limite de bois ou autre. Et donc, il faut aussi s'adapter par rapport si vous êtes dans un appartement et que vous pouvez pas trop bouger ou vous êtes limité. Bon, j'essaierai de donner des conseils et puis n'hésitez pas à utiliser le chat tout à l'heure si vous avez des questions plus plus orientées dans ce sens-là. Et puis, dans ce qu'on appelle les techniques mineures, je ferai quelques rappels parce qu'il y en a quelques-unes qui nous intéressent particulièrement dans cette période particulière que j'ai utilisées pour justement booster, on dit pas booster, disaient nos collègues la semaine dernière, mais soutenir. Et c'est vrai que c'est plus juste, on booste pas, on force pas l'immunité, on la soutient, parce que ce qu'il faut, c'est la mettre dans le bon environnement pour qu'elle fasse son boulot. Donc, pour qu'elle fasse bien son job, notre immunité, il y a des outils qu'on peut utiliser, entre autres avec le jeûne, entre autres avec les douches ou les bains froids, mais également avec quelques petits points de quelques massages, d'automassage spécifiques, où on verra qu'il y a des points qui peuvent nous être utiles. Et ce que j'ai utilisé, je vous témoignerai que ces points, j'ai même pas besoin de les chercher. Je suis pas un spécialiste de l'acupuncture ou de l'acupression. Mon épouse l'est, donc c'est pratique, elle me faisait voir les points, mais j'avais pas besoin de les voir. Je savais exactement où étaient le 1 ou 2 poumons, s'ils étaient naturellement douloureux. Et quand j'ai lu dans les traités de médecine chinoise que lorsque le point est douloureux, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre de l'énergie du poumon, j'ai compris que c'était un appel à aller masser cette zone particulière dont on parlera tout à l'heure. Voilà un petit peu le menu du soir, mon cher François et chers amis. Eh ben, ça nous met en appétit, c'est un menu appétissant. Merci beaucoup, Alain. Alors, ok. Bon, écoute, on va rentrons dans le vif du sujet, donc on a des recommandations un peu concrètes. Voilà, il faut que tu nous prennes par la main pour nous expliquer toute ta science et la rendre concrète et applicable tous les jours pour que ce soit utile. Donc, quelles seraient les clés principales en hygiène nutritionnelle? Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Quels sont les repères? L'alimentation, parce que c'est la base, c'est l'outil le plus évident, le plus simple, le plus efficace, mais peut-être un peu le plus exigeant parce que malheureusement on a été un peu manipulé ces dernières décennies par l'industrie agroalimentaire qui ont trafiqué nos goûts, qui nous ont amenés à dénaturer notre alimentation. Et si les personnes qui sont concernées devront tenir compte de ça pour pouvoir recapitaliser les clés de la santé en profondeur et la santé globale. Donc les premières clés, j'aime bien rappeler que dans un régime occidental, il y a plusieurs choses à faire déjà. Enfin, dans un mode de vie occidental et par rapport à la façon dont on s'alimente, la première chose à faire, c'est déjà d'éviter au maximum tous les aliments ultra transformés, tous les aliments hyper raffinés et tous les aliments, parce que ces aliments, ce sont ceux qui vont contenir le plus de molécules toxiques pour notre santé. Je pense aux additifs, donc aux résidus de pesticides, aux colorants, conservateurs, aux stabilisants, aux rehausseurs de goût, etc. Mais également, c'est ceux sur lesquels on va avoir retiré les nutriments qui sont pour autant essentiels pour faire fonctionner notre biologie. Alors, je parlerai de compléments alimentaires peut-être après, 2-3 clés, mais pour moi, ma vision en tant que naturopathe et nutritionniste, puisque j'ai un double casquette, et les deux se rejoignent, le côté nutritionniste a des connaissances un peu plus techniques, scientifiques, physiologiques, mais finalement, je ramène ça dans un champ naturopathique, et ça veut dire que plutôt que d'aller chercher des compléments alimentaires, allons les chercher là où la nature l'a fait, c'est-à-dire des aliments les moins transformés, les moins raffinés possibles. Donc ça, c'est la première clé importante. Donc, en gros, vous pouvez manger une pizza occasionnellement, industrielle, mais le moins possible. Vous pouvez manger tous les plats préparés, mais c'est vraiment à éviter au maximum.
parce que ce sont des aliments qu'on appelle à calories vides, et ces aliments à calories vides, comme son nom l'indique, ils amènent du volume, du travail digestif, de la fatigue digestive, mais surtout pas ce dont le corps et votre immunité a besoin pour faire son job. Et quand la digestion prend toute l'énergie, eh bien, elle n'est pas distribuée, hein, c'est un peu comme un répartiteur énergétique. Quand c'est pris dans la digestion, c'est pas pris au niveau immunitaire. Il y a même un terme qui a été inventé, je fais une petite parenthèse, parce que j'aime beaucoup cette notion-là, ça s'appelle la leucocytose digestive. Donc, c'est des travaux qui datent du début du XXe siècle, qui ont été montrés par un Russe, qui a montré que lorsqu'on mangeait des aliments cuits, eh bien, le système immunitaire, comme notre génome, notre patrimoine génétique initial, c'est pas pour manger du cuit, eh bien, enfin, il y a longtemps, eh bien, à ce moment-là, le système immunitaire réagissait en disant, attends, c'est pas normal. Puis finalement, il se rendait compte qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de poison, on peut continuer à fonctionner. Mais tant qu'il a fait cette mobilisation-là, il est un peu moins disponible pour les attaques virales ou les attaques bactériennes. Donc, ça va être la deuxième clé. Ça veut dire que on va augmenter le végétal et on verra que le végétal a des vertus extrêmement intéressantes dans un programme de santé globale et plus particulièrement de soutien de son immunité. C'est que c'est lui qui est pourvoyeur de minéraux. Et on sait qu'on a besoin de minéraux pour tout notre fonctionnement, du calcium, du magnésium, du zinc, on en parlera spécifiquement tout à l'heure, du fer également. Donc tous ces minéraux, on les trouve essentiellement, alors le fer, c'est un petit peu à part parce qu'il y a du fer héménique qu'on trouve dans les produits animaux, mais globalement, on va trouver ça essentiellement dans les produits végétaux. On va trouver également des fibres. Et les fibres sont fondamentaux pour votre santé intestinale. Et il faut savoir que 70% de notre immunité est en regard de la barrière intestinale, parce que c'est l'entrée de tous les dangers, et donc notre immunité, un peu comme des CRS ou des gendarmes ou des vigiles, sont là face aux zones de danger. Et donc ils vont être en regard de là. Il y a même, l'intestin est extrêmement intéressant parce que c'est même une zone d'éducation par rapport à notre système aux lymphocytes. Donc on a ce qu'on appelle des cellules qui sont des présentateurs d'antigènes, qui sont là, qui vont avec leur petit périscope prendre des petits fragments d'aliments, de ce qui se passe, des bactéries, les présenter, et c'est comme ça que l'éducation de notre système immunitaire en grande partie se fait. Donc pour que ça fonctionne bien, il faut des fibres, parce que les fibres, c'est ce qui permet à la fois d'avoir un bon écosystème intestinal, des bonnes bactéries, ce qu'on appelle le microbiote, et donc derrière, ça a un impact direct au niveau de l'immunité. Donc tout ça, c'est dans le végétal. Donc on voit que le végétal est fondamental pour notre santé globale, mais également pour notre immunité. Mais on a besoin aussi d'enzymes. Et les enzymes, c'est-à-dire ces parties vivantes qui permettent de faire des cascades de réactions, on appelle ça aussi des catalyseurs en chimie, eh bien ces catalyseurs ou ces enzymes, on les fabrique. On a ce qu'on appelle des enzymes digestifs qui nous permettent, ou des catalyses, on appelait ça avant, qui permettent de faire les différentes étapes digestives, mais on a également des enzymes qui sont utilisées au niveau métabolique pour les réactions internes, et ces enzymes sont très importants également au niveau de l'immunité. Et si on mange que du cuit, eh bien, on est obligé de fabriquer beaucoup d'enzymes, ça coûte de l'énergie à l'organisme, et du coup, ça le rend moins efficace. Si je mange une partie de mon alimentation, alors je suis pas un intégriste du cru, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui mettent le tout cru en avant, mais c'est pas adapté pour tout le monde. J'en ai fait l'expérience. Si je mangeais tout cru, au bout de 3 mois, j'avais des ballonnements, des gaz et des colites. Et ma vision, c'est un juste équilibre, c'est-à-dire amener au moins un tiers de sa ration en cru, c'est déjà énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le régime occidental, on est à moins de 10%. Si vous passez de 10% à 30%, c'est déjà génial. Et après, vous allez jusqu'à votre zone de tolérance. Si vous pouvez supporter 40, pourquoi pas, 50, pourquoi pas. Après, si vous supportez 100%, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Et puis, il y a des aliments qui sont pas, qu'on peut pas intégrer dans l'alimentation crue. Excuse-moi, excuse-moi, juste une parenthèse. Quand tu parles de cru, tu parles que des légumes ou tu parles fruits et légumes? Je parle du végétal, donc en effet, c'est des légumes et des fruits. Mais c'est surtout des légumes, les deux sont intéressants, mais n'amènent pas la même chose. Le fruit est plus orienté sur les vitamines. Les vitamines sont moins sensibles à la chaleur. C'est les enzymes qui nous intéressent. Les enzymes, par exemple, les vignerons, les viticulteurs le connaissent très bien. Hein, ce qu'on va retrouver les levures sur la peau du raisin et plus les enzymes, donc ça va enclencher la fermentation et c'est ce qui permet de transformer. Au départ, les enzymes ne servent pas à l'homme. Au départ, ils servent au végétal pour le transformer, pour pouvoir extraire la graine et que le fruit devienne un nouveau végétal. Et donc, ces enzymes sont extrêmement précieux. Et donc, manger une partie crue, ça peut être des crudités, mais personnellement, en tout cas, ce que je conseille à mes patients, c'est de ne pas augmenter trop le cru quand on a un ancien colopathe ou qu'on a des intestins sensibles. Dans ce cas-là, on va passer sur des jus de légumes crus. À l'extracteur, idéalement, si vous avez ça chez vous, c'est l'idéal, parce que ça permet de retirer des fibres. On en a besoin, mais pas trop. Donc, si on en met trop, on irrite l'intestin. Et en même temps, d'extraire tous les micronutriments dont on a besoin.
c'est-à-dire les enzymes, les vitamines, les minéraux, surtout les oligo-éléments. Mais ça nécessite aussi d'avoir des circuits courts, et ça nécessite aussi d'avoir des aliments, alors ça tombe bien parce qu'en ce moment on est un peu plus limité, eh bien de pouvoir également avoir des aliments qui sont sur une grande fraîcheur, parce que les enzymes disparaissent avec le fil du temps. Donc ça, c'est une clé importante. Augmenter le végétal. Si j'augmente le végétal, je diminue l'animal. C'est-à-dire, je suis pas contre manger de la viande, du poisson, du fromage, des œufs. On reste, à mon sens, une base omnivore, sauf qu'on a quand même un petit peu triché sur l'histoire, et les historiens ont démontré aujourd'hui, je pense entre autres à Yuval Harari, donc qui a écrit Sapiens, il a montré que justement l'homme était plutôt cueilleur que chasseur, parce que c'est plus facile d'aller chercher des baies, d'aller chercher des légumes racines, que d'aller tuer un mammouth laineux ou un bison, ou d'aller même pêcher des poissons. Et donc, on est essentiellement au niveau physiologique, au niveau anatomique, plutôt une orientation végétale, mais moi, voilà, je vais pas proposer un modèle uniquement végétalien, bien que l'avenir, à mon avis, passera par une orientation de plus en plus végétalienne, mais ça, c'est une autre démarche, et pour pouvoir rendre notre terre viable dans les années ou les décennies à venir, c'est un autre débat écologique et qui est pourtant tout aussi important. Donc, manger plus de végétaux, et donc, en contrepartie, si manger plus de végétaux, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de limiter trop les quantités quand on mange des crudités, il n'y a pas trop d'énergie, donc on n'a pas des problèmes de poids, beaucoup moins de problèmes d'encrassement, et donc la contrepartie, ça va être de diminuer l'animal. Donc, manger moins de viande. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours, et même une fois ou deux par semaine, ça suffit largement. Et on n'a pas les protéines, on les trouve aussi dans les végétaux. Donc moins de viande, ça coûte moins cher, et ça permet de garder de l'argent pour avoir des produits végétaux de meilleure qualité et idéalement, bien évidemment, non traités pour pas reprendre des pesticides. Les aliments non raffinés, ça veut dire qu'on va aussi, si on prend un pain intégral ou un pain complet ou même semi-complet, on a à la fois les fibres, mais on a également les minéraux. Donc voilà des clés nutritionnelles qui sont extrêmement importantes. Et ce qu'il faut que vous reteniez à ce stade de l'exposé, c'est qu'en mangeant une alimentation à dominante végétale avec une part importante du cru, eh bien vous allez amener beaucoup de nutriments fondamentaux, pas à valeur énergétique, mais à valeur fonctionnelle, c'est-à-dire permettre à votre corps de bien faire son job. Voilà déjà les clés principales, François, qu'on peut dire par rapport à l'alimentation. Très bien. Très bien. Est-ce que tu aurais des zooms, des focus, des conseils précis en tel aliment ou en tel nutriment, en tel apport particulier, même sans être un complément alimentaire, mais on peut penser au pollen, on peut penser à d'autres aliments qui sont très forts pour l'immunité. Oui, tout à fait. C'est une bonne remarque. Et ça m'amène à parler justement de ce qu'on appelle les super aliments. C'est un terme que je pensais avoir inventé. J'ai traité quand j'ai écrit mon livre. Et puis, j'ai fait un peu de recherche au moment où j'étais en écriture. Et je me suis rendu compte que finalement, le terme existait déjà. Donc, ça veut dire que l'idée était déjà partagée dans l'inconscient collectif. Super aliments, ça veut dire justement, c'est l'inverse de la fast-food, c'est l'inverse de l'alimentation industrielle, qui elle fait la part belle aux saveurs manipulées, au goût, aux exhausteurs de goût avec beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de gras, pour vous rendre addict, pour vous menotter. Et donc, moi, ma quête, c'est juste l'inverse, c'est vous rendre libre et vous rendre autonome par rapport à votre santé. Donc, les super aliments, ils ont justement ces qualités-là, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur énergétique assez faible, mais par contre, ils vont avoir une grande densité, ce qu'on appelle en nutrition, une grande densité en micronutriments, tels que ce que j'ai cité au préalable, c'est-à-dire les enzymes, les vitamines. Tu parlais du pollen, François, tout à l'heure. Eh bien, le pollen est un très bon exemple parce que le pollen a la même richesse en acides aminés que la viande. On est en moyenne à 20% d'acides aminés prédigérés. Donc, il n'y a pas tout le travail à faire au niveau digestion, on est déjà au niveau buccal, au niveau des enzymes, au niveau buccal et ensuite au niveau gastrique et au niveau pancréatique pour pouvoir digérer cette viande. Donc, on a une grande facilité. On va avoir ce qu'on appelle une grande biodisponibilité. Ça passe très facilement au niveau de la barrière intestinale et ça rentre directement dans l'organisme. On a plein de vitamines. On a également des minéraux, du fer, du zinc. Et donc, ça, c'est un aliment qui est génial. Et quand vous avez la possibilité de prendre des aliments fabriqués par la nature, puisque là, c'est une coopération entre l'abeille et le végétal, c'est un produit végétalien, même s'il y a une coopération avec l'abeille, ça reste du végétal. J'ai coopération parce qu'elle va ensemencer avec ses propres enzymes, avec sa propre salive et ses propres ferments. Donc, elle modifie un petit peu la structure, elle le rend justement stable et qui tient dans le temps. Eh bien, ce pollen frais, idéalement frais, c'est-à-dire conservé par congélation et sous vide, vendu dans les magasins bio tels que de cette façon-là, eh bien, est un super aliment. Et j'ai pris du pollen pendant 3 semaines, les 3 semaines passées, justement pour à la fois renforcer mon immunité, ramener d'énergie, ramener des matériaux importants, des acides aminés. Et dans un régime végétalien,
ou à orientation végétalienne, c'est-à-dire qu'on a diminué beaucoup la viande, le poisson et les produits laitiers, eh bien, c'est important de savoir qu'on a dans le monde végétal des aliments très riches en protéines, également en micronutriments. Donc ça, c'est le premier aliment que j'aime beaucoup, qui peut être utile. On parlait du vivant également tout à l'heure. Dans le vivant, j'aime beaucoup les graines germées. En plus, au niveau économique, on est dans une approche minimaliste, puisqu'on a une empreinte carbone qui est positive, avec les graines germées. Donc, on est soi-même producteur, donc on a une fraîcheur extrême, et avec des germoirs, on trouve ça très facilement dans le commerce ou sur Internet, on a la possibilité d'avoir des coefficients multiplicateurs par 7 ou 8, c'est-à-dire qu'avec 1 kg de blé, je vais faire 8 kg de blé germé, avec 1 kg de lentilles, je vais en faire 8 à 10 kg, avec 1 kg de luzerne, je vais en faire 10 kg, et je peux vous assurer qu'avec 100 grammes, c'est-à-dire un dixième de ce dont je parle, il y a déjà de quoi nourrir une famille pendant quelques semaines. Ça coûte pas cher, et sans mauvais jeu de mots, ça peut rapporter gros au niveau de votre capital santé, parce que là, vous allez avoir toute une cascade enzymatique en pleine effervescence. Vous avez tout le potentiel de la graine. Et quand vous mangez une graine de luzerne, une graine de blé ou une lentille, eh bien, vous avez tout le devenir de la plante. Et ceux qui s'intéressent à l'embryologie, eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas que de l'information moléculaire atomique, mais on a également de l'information vibratoire. Et on a oublié que l'être humain, avant d'être matière, il est vibration. On sait aujourd'hui, avec les travaux qui ont été faits au niveau cellulaire, que nos cellules communiquent aussi par des champs électromagnétiques. Donc les graines germées, pour me résumer, c'est le super aliment qui permet d'amener tout son potentiel de vie. Et c'est celui qui va être au service avec une perfection extrême de notre propre vitalité, donc de notre propre capacité à nous défendre des attaques extérieures. Donc on est fait de bactéries, on est fait de microbes, on en a plein partout. On a plus de bactéries que de cellules. Notre microbiote représente 10 fois plus, 100 000 milliards de bactéries pour 60 000 milliards de cellules. Donc on a 10 fois plus de bactéries que de cellules, et on a peur des bactéries. Et on a plein de virus, on est fait également par les virus. Et les virus et les bactéries marchent ensemble. Alors le problème, qu'est-ce qu'on fait? On a peur des virus, on reste terré chez soi, on tremble, on verra tout à l'heure, le facteur le plus délétère pour notre immunité, c'est la peur. Eh bien, ne rentrons pas dans ce sujet-là, enfin on va rentrer dans ce sujet-là, mais ne rentrons pas dans ce système de peur. Au contraire, plus vous êtes confiant dans le pouvoir guérisseur des aliments, dans votre capacité à être autonome, et plus vous allez être efficace, non pas pour lutter contre, mais pour faire barrière à. Il n'y a pas de guerre à faire, même si notre cher président a eu un langage très martial dans sa première intervention, c'est un peu calmé à la dernière, mais c'est pas une guerre contre, c'est plutôt renforcer nos barrières, c'est être en capacité de donner à nos systèmes immunitaires la possibilité de lui rendre les mains disponibles pour faire son job. Voilà ce qu'on peut dire. Donc dans les focus, tu me demandais, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, donc les graines germées, il y a ce qu'on appelle des cyanobactéries, c'est-à-dire des algues qui sont arrivées au début de la vie sur Terre, il y a quelques 4 milliards et quelques d'années, et qui sont arrivées bien avant les fougères, bien avant les végétaux, et ces cyanobactéries, il y en a qui existent encore. Et donc, au-delà de nous amener un modèle ancestral qui a su s'adapter à toute cette vie terrestre bien avant notre venue sur Terre, il y a quelques millions d'années, bien avant les végétaux, eh bien, ces cyanobactéries ont un potentiel extraordinaire parce que ce sont les plus grandes captatrices de la lumière. C'est elles qui ont été capables de capter la lumière et de la transformer en matière. Eh bien, donc les premières femmes, la photosynthèse dans l'eau, eh bien, on a deux grandes familles d'algues qui sont d'algues d'eau douce, des micro-algues, qui sont extrêmement intéressantes. Je pense à la spiruline et je pense également à la clamate. Donc, j'ai également pris, je continue à prendre de la spiruline parce que la spiruline est une grande pourvoyeuse d'oxygène, va me permettre de mieux oxygéner mes tissus et donc de mieux faire fonctionner mon corps, amène énormément beaucoup de protecteurs au niveau des cellules par rapport aux attaques des radicaux libres, ça s'appelle les antioxydants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un combat entre l'immunité et les virus ou les bactéries, eh bien le corps fabrique beaucoup de radicaux libres parce que les radicaux libres, c'est un outil qu'utilise notre biologie pour tuer les envahisseurs ou en tous les cas les pathogènes. Et donc on se retrouve avec une charge radicalaire ou un stress oxydatif, c'est comme ça qu'on l'appelle, majoré. Eh bien tempérer ça avec des antioxydants naturels qu'on trouve dans la spiruline,
plus on en trouve dans le pollen énormément également. Hein. Je l'ai pas dit, mais le pollen est un très grand pourvoyeur d'antioxydants, supérieur ou égal aux fruits les plus importants. On mesure ça avec, il y a des outils qui permettent de mesurer, il y a même une échelle. Hein. Eh bien, c'est lui qui a le redox, c'est-à-dire le pouvoir antioxydant le plus élevé. On se rapproche de la saille et donc avec la spioline, les graines germées et le pollen frais, on a déjà 3 outils spécifiques. Maintenant, si besoin, on peut toujours compléter quelques compléments alimentaires. On sait que le zinc est fondamental dans dans l'immunité, puisqu'il agit au niveau de la multiplication cellulaire et particulièrement au niveau des cellules immunitaires. Donc, on peut toujours prendre des bisglycinates ou des picolinates de zinc, qui sont les formes les plus biodisponibles. C'est toujours possible de rajouter ça. Au même titre que si on mange pas suffisamment, si on n'a pas de pollen ou autre, on peut toujours aussi rajouter des probiotiques en complément pour réarmer notre microbiote intestinal. Mais pour moi, c'est un complément alimentaire. Donc, ça vient en complément de l'alimentation et en complément des super aliments si besoin. Voilà. Là, je crois qu'on a fait vraiment un tour important au niveau du pilier de l'alimentation, François. Oui, alors c'est très complet. Tu viens d'écrire un dictionnaire. Ah non, pas douter. Dis-moi, mais je voudrais revenir sur un point que tu as soulevé, qui est très juste et qui est à nouveau en plein dans l'actualité. C'est effectivement ce phénomène de cloisonnement, de peur, de climat anxiogène, et qui modifie, on le sait, le comportement alimentaire des Français, enfin de toute personne qui fait ce qu'elle peut pour essayer de supporter ce stress et de vivre avec. Et l'une des modifications du comportement, eh bien, c'est le grignotage. Non seulement déjà on fait 3 repas, enfin au moins 2 repas par jour assez complets, puisque comme tu disais, on cuisine beaucoup, et en plus de ça, on grignote. Et alors ça, le côté aliment, réconfort, grignotage, est-ce que tu aurais des tuyaux pour atténuer tout ça ou pour s'en sortir? Parce que c'est vraiment délétère pour le corps et puis le système immunitaire. C'est un vrai problème délétère. Déjà, la première clé, c'est qu'en amenant davantage d'aliments crus vivants, vous allez amener des bonnes informations et déjà, c'est un premier palier pour éviter justement, enfin, ça va limiter un petit peu l'envie d'aller prendre des aliments à calories vides parce que là, tant qu'on prend des chips, tant qu'on prend tous ces aliments-là, ces cacahuètes, etc., ces sodas, finalement, on n'amène pas de nutriments, donc le corps n'est toujours pas satisfait. Donc déjà, la première clé, c'est celle qu'on vient de voir préalablement, je ne reviens pas dessus, augmenter le végétal, vivant, varier aussi, pour, en fonction des aliments de saison, pour permettre, comment dirais-je, de pas faire de carence et d'amener tout ce dont le corps a besoin. La deuxième, qui me paraît importante, qui va être à la frontière de l'alimentation et du deuxième pilier, qui est la psychologie, ça va être justement de mener de la conscience. La conscience, la méditation de pleine conscience, c'est pas uniquement en assise silencieuse, c'est dans son quotidien. Et lorsqu'on est à table, bien sûr, on peut s'autoriser de parler raisonnablement, c'est pas le moment de regarder la télé, c'est pas le moment de lire le journal, de regarder son smartphone, parce qu'on est déconnecté des sensations, et c'est le moment, c'est la pire chose qu'on puisse faire pour ne pas rencontrer la satiété et pour se remplir davantage qu'on a besoin. Les anciens disaient, et c'est confirmé aujourd'hui, que on devrait sortir de table sans être repu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir la satiété. Si vous sortez de table, vous avez plus faim, tout ce que vous avez mangé dans les 10 dernières minutes, c'était pas pour votre santé, c'était pour le médecin, dit un vieil adage. Ça veut dire qu'il faudrait s'arrêter avant. Donc, ramener de la conscience, c'est la deuxième clé, François, c'est-à-dire se poser, et lorsque je mange, je mange. Lorsque je lis, lorsque je discute, ne pas faire les genres en même temps. Bien sûr, on peut prendre des temps d'échange, on peut faire une pause dans le repas et un moment échanger, c'est des moments de convivialité, surtout dans cette époque particulière où les familles sont soudées, sont réunies, et dans cet enfermement qui nous est imposé pour 3 milliards d'humains sur Terre, ce qui est juste incroyable, ça s'est jamais vécu avant, donc c'est un vrai stress. Mais il faut pas aller chercher l'aliment comme moyen de gérer son stress. Donc la troisième clé, ce serait identifier vos stress, identifier votre stress, pardon, identifier cette colère, identifier cette peur du lendemain, et gérer ça au niveau émotionnel, et non pas en prenant l'aliment comme une béquille qui va venir penser vos sensations. Donc, comment on peut gérer ça? Bien, il existe tout un tas d'outils. Les Bibouda en proposent un certain nombre, des méditations guidées, des relaxations. Il y a d'autres choses qui sont très simples à faire. Et mon ami Christian Talscheller en parle beaucoup sur sa chaîne. C'est justement d'aller crier, d'aller danser, d'évacuer, reconnaître l'émotion et l'évacuer. Donc, si déjà je mets plus de cru vivant, je mets également plus de conscience dans ce que je fais et que j'arrive à libérer à travers la parole, à travers le cri, à travers la danse, c'est un très bon moyen. Tous les peuples primitifs, ils utilisaient ça. Dès qu'ils étaient stressés, ils dansaient, ils allaient l'extérioriser. Un petit enfant de 3 ans, tant qu'on ne l'a pas encore formaté, la première chose qu'il fait, il n'a pas de contrainte, il a une intelligence émotionnelle supérieure à la nôtre. Après, quand on l'a éduqué, on l'a transformé. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas content? Il pique une colère. Quand ça va pas, il pleure.
Et là, il évacue l'émotion. Et donc, il n'est pas obligé de prendre l'aliment comme pansement émotionnel. D'accord. Derrière, voilà, donc c'est déjà trois clés importantes qui peuvent nous aider. Par rapport à mon expérience aussi, puisqu'on a été confronté à ça, bah, c'est vrai que voilà, d'habitude on est 3 dans le foyer, on s'est retrouvé à 5, donc c'est bien. J'ai 2 filles, une à Paris, une dans Savoie qui était avec nous, donc on a célébré un petit peu ça. On a eu tendance à manger un petit peu plus. Alors l'objectif de ce webinaire et puis mes conseils, c'est pas de vous faire culpabiliser. Gardez des moments de convivialité. Gardez des moments où vous pouvez vous faire plaisir, mais dans ce cas-là, vous les contrebalancez, ou le lendemain, vous avez fait une petite journée de diète, vous allez vous nourrir que de liquide, qu'avec des jus, par exemple. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a passé 2 jours de jus de légumes. Et après, peut-être, on va en parler après, parce que on va parler du jeûne. C'est une autre expérience, mais on peut aussi intégrer le jeûne séquentiel. C'est-à-dire qu'on a eu un repas un petit peu plus sympa, on s'est fait plaisir, on a bu un petit apéro, pourquoi pas occasionnellement. Prenez des vins bio, sans sulfite, surtout le moins de sulfite possible, parce que c'est ce qui fait le plus mal. Et enfin, sulfite et autres adjuvants. Et derrière, eh bien, vous le contrebalancez en allant tempérer et en faisant le lendemain une journée un petit peu off. Vous prenez que du végétal, ou que des légumes, par exemple, ou que des jus, et ça va permettre de contrebalancer. Mais il faut faire des pauses, c'est important. Le problème, c'est que l'aliment, à un moment donné, si on mange trop souvent, ça fonctionne comme une drogue. C'est-à-dire, si manger 3-4 fois, il y a des gens qui sont obligés de manger toutes les 2 heures. Mais là, on n'est plus dans la physiologie, on est dans un comportement de drogué à l'aliment. Alors, c'est une drogue licite. Alors, si c'est un aliment industriel, en plus, il y a toutes les molécules qui vont bien pour vous rendre, et vous tenir menotté, vous rendre addict. Mais c'est une drogue, c'est-à-dire que vous n'êtes plus libre. Et moi, ma quête personnelle, mais également en tant qu'éducateur de santé, c'est de vous donner des clés d'autonomie. Donc, c'est pas grave de faire un petit écart si derrière, vous faites une pause pour justement équilibrer. Et là, on rentre pas dans un système de dépendance. Voilà ce qu'on peut dire, François, par rapport à ces clés pratiques. Ouais, très bien. Et alors justement, en préparant l'émission, tu me disais que toi, tu étais passé au jeûne. Alors je ne sais pas si c'est pendant la période où tu as eu les symptômes Covid-19, avant ou après. Donc je sais que tu es habitué du jeûne puisque tu as écrit un livre sur le jeûne et on sait que le jeûne effectivement régénère le système immunitaire, aide à renforcer le système immunitaire. Mais faire un jeûne, alors spontanément on se dit ça affaiblit un petit peu quand même. Donc faire un jeûne quand on a des symptômes grippaux ou en l'occurrence ici, tu crois que c'est juste, c'est dans le ton? Absolument, oui, c'est juste. Alors, contrairement à ce qu'on croit, le jeûne n'affaiblit pas. Ce qui affaiblit, c'est de manger trop souvent. Et la première, il suffit avec un peu de bon sens, même sans connaissance scientifique, de regarder qu'est-ce que font les animaux quand ils sont malades. La première chose que fait un animal quand il est malade, il arrête de manger et il se purge. Donc, ce qu'on a fait, alors pas tous, les enfants c'est un peu plus compliqué, on a mis un petit peu, on est passé plutôt au jus. C'est une autre forme de jeûne, c'est pas un jeûne strict, mais se nourrir que de jus de légumes pendant 2-3 jours, c'est quand même bien mieux que de mettre des protéines, des lipides et toute cette complexité. Et qu'est-ce que fait le corps à ce moment-là? Il va libérer le plus de toxines possible. Et ce qu'il faut savoir, et là il y en a, on n'aurait pas assez de la soirée pour en parler, mais on pourrait faire un webinaire sur le sujet. Il y a plein d'études qui ont montré, et justement c'est le lien qui est intéressant avec le terrain, c'est que plus le terrain est encrassé, plus le terrain est intoxiqué et plus les symptômes vont être importants. Alors les médias officiels ont qualifié ça en disant que la mortalité était aggravée s'il y avait des pathologies chroniques, et s'il y a plusieurs pathologies chroniques, du diabète, de l'obésité, etc., eh bien, on aggravait, bien sûr, mais dans ce cas-là, c'est pas le virus qui est responsable, c'est l'hygiène de vie et c'est le terrain qui est responsable. Le virus, il va juste appuyer là où ça fait mal, être le déclencheur et faire rentrer la personne dans les statistiques. Qui, entre parenthèses, tu me disais, François, c'est important de le rappeler à nos auditrices, auditeurs, c'est que là, tu disais la mortalité, l'âge moyen de la mortalité du Covid, je te laisse le redire parce que c'est 81 ans, c'est ça, hein? 81 ans, c'est ça. Ah non. Donc déjà, on voit, ça permet de relativiser. Hein. Je vous donnerai d'autres chiffres, ça vous intéresse tout à l'heure, pour relativiser aussi un petit peu cette pandémie. Et donc, en mangeant moins ou en mangeant plus du tout, en buvant que de l'eau, c'est ce que j'ai fait. Bon, moi, je suis habitué, donc pour moi, c'est pas un problème de pas manger pendant 3 jours, mon corps a l'habitude, donc j'ai pas eu de problème particulier, mais simplement ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bien, un peu de fatigue, mais c'est pas grave, on est en confinement, donc on se repose, il y a moins de contraintes professionnelles, même si j'ai gardé un peu d'activité d'écriture et de consultation à distance, j'avais déjà mes patients à distance, donc ceux-là, je continue de les garder, eh bien, c'est pas un problème, si on est fatigué, on se repose, mais contrairement à ce qu'on croit, et c'est important que tu soulèves ce point-là, parce que grand nombre de personnes qui n'ont jamais expérimenté le jeûne pensent que le jeûne affaiblit. Le jeûne, il affaiblit pas, le jeûne, il consomme de l'énergie pour éliminer les toxines. Donc ça consomme de l'énergie. Mais
quand votre système immunitaire est en train de se battre contre le Covid-19 ou d'autres pathogènes, ça consomme énormément d'énergie autour. Donc les symptômes qu'on a eu tous au niveau familial à des niveaux différents, en fonction de notre vécu, de notre âge et de notre terrain, on a tous été fatigués, mais comme après une bonne maladie infectieuse, comme une bonne rougeole, ça fait pareil. Hein, donc il y a une grande fatigue, mais ça c'est pas grave, il suffit de se reposer. L'antidote c'est le repos, c'est le temps de laisser au système immunitaire de faire son job. Et quand on arrête de manger, eh bien qu'est-ce qui se passe justement? L'énergie, il faut savoir que pratiquement la moitié de notre énergie est dépensée pour digérer. Eh bien, cette 50% d'énergie est économisée. Et qu'est-ce qui fait le corps? Il est intelligent, il récupère cette énergie et notre immunité est beaucoup plus efficace. Ça, c'est le premier avantage du jeûne. Le deuxième avantage, et là, je fais allusion aux travaux du chercheur en gérontologie Walter Longo, donc qui est à l'université de Los Angeles. Pour ceux qui veulent, tous ces travaux, je les ai recités dans mon livre, Le jeûne, la santé du corps et de l'esprit, aux éditions d'Angle, pour nommer. Et donc, Walter Longo a montré qu'au bout de 72 heures, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de faire un jeûne de 10 jours, 15 jours. 3 jours, c'est parfait. Et après, on se met un peu en diète. Nous, on a fait 3 jours. Eh bien, 3 jours de jeûne, c'est le temps qu'il faut pour que le corps va régénérer le système immunitaire. Alors, il explique très bien, c'est des publications récentes, qui ont moins de 2 ans. Il a montré, ça a été étudié en laboratoire, il a montré que, comme on n'amène plus de protéines, c'est pour ça que les jus de légumes peuvent marcher, il y a très peu de protéines dans les jus de légumes. Par contre, pas de jus de fruits, il y a du sucre, et le sucre limite la détoxication. Donc, légumes. Le moins de sucre possible. Légumes verts, idéalement. À ce moment-là, comme le corps n'a plus de protéines parce que les cellules continuent de se renouveler, les entérocytes, les gastrocytes, les cellules de la peau, etc. continuent de se renouveler, il faut des matériaux. Eh bien, le corps, il est intelligent, c'est une usine à recyclage extraordinairement intelligente. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les vieilles cellules et il va celles qui sont vieillissantes, un peu comme le coronavirus fait, c'est-à-dire que voilà, on sacrifie les plus anciennes et on recycle, sauf que notre corps lui recycle. Et les cellules immunitaires, elles sont pas forcément indispensables à l'instant T. On a toute une armée qui est disponible pour lutter contre tous les virus avec des lymphocytes T, mémoire, etc. Et donc les plus vieilles et celles qui sont pas forcément indispensables sur le moment, ils les utilisent. Ça sert de matériau de base, comme si nous, on prenait des vieilles branches pour faire du feu. Et lui, il brûle ça ou il reconstruit avec. Et ce qu'a montré Walter Longo, c'est qu'à l'issue du jeûne, et c'est là où c'est intéressant, on va faire une cure de revitalisation. C'est comme ça qu'on l'appelle en naturopathie. On va à ce moment-là remettre des super-aliments comme le pollen, comme les algues, comme les graines germées, la spiruline et autres. Et à ce moment-là, lui, il va refaire des nouvelles cellules. Et donc, on a montré chez les personnes les plus exposées au niveau immunitaire, c'est-à-dire les personnes âgées, il a montré que l'immunité est rajeunie. Et toi qui es passionné par le rajeunissement, eh bien c'est intéressant de savoir que ce rajeunissement, on le retrouve au niveau cellulaire, et donc on peut rajeunir les cellules immunitaires. Et ce qui fait la différence entre un système immunitaire efficace et pas, il y a 2 paramètres importants, c'est notre terrain, c'est-à-dire que plus le terrain est intoxiqué, moins notre armée immunitaire peut faire son job, ils n'arrivent pas à bien circuler. Et la deuxième chose, c'est la jeunesse de nos cellules. Donc cette sénescence immunitaire est le premier facteur délétère qui explique aujourd'hui les personnes les plus atteintes du coronavirus ou de toute infection bactérienne ou virale, ces personnes âgées. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut inverser la courbe en rajeunissant notre système immunitaire. Et là, le jeûne est l'outil le plus intéressant que je connaisse et que la science a montré et que j'expérimente. Donc moi, je refais un jeûne là, mais c'est pour une autre raison, parce que j'ai pas souvent l'occasion de faire un jeûne long, donc j'ai décidé de faire un jeûne long pour l'expérience, pour la qualité d'expérience, parce que le confinement, je me suis dit, comment je peux le rendre utile? Eh bien, utiliser mon temps en ayant un petit peu plus de temps, pas de contrainte d'aller à droite, à gauche, c'est facile, j'ai beaucoup moins d'obligations, et donc là, c'est pour une autre démarche, mais pour le jeûne qui m'intéressait pendant la période où on a été affecté, qui a duré quand même 3 semaines, sur les 4 dernières semaines et demie. Donc on a eu les symptômes au bout de donc le confinement a commencé le mardi et donc les symptômes ont commencé à arriver une petite semaine après, le temps d'incubation, donc ce qui est la littérature, et ça a duré quand même 3 semaines. Alors 3 semaines, c'est pas dramatique, 3 semaines avec des hauts et des bas, je peux continuer à travailler, donc rien de dramatique, une grande fatigue, des douleurs à la gorge, parce que le virus attaque la gorge, et là je vous parlerai comment je fais un petit chapitre sur l'aroma, les huiles essentielles que j'ai utilisées pour protéger mes muqueuses à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'ai une amie à côté de ça qui a le même âge que moi, enfin 1 an de plus, et qui a lité depuis 4 semaines, et qui s'en remet très difficilement. Alors, elle fait pas partie des personnes à risque, mais simplement elle était déjà très fatiguée avant et son hygiène des rythmes n'était peut-être pas très bonne, elle arrivait épuisée et donc un système immunitaire fatigué marche moins bien. C'est comme pour des sportifs, c'est comme pour des militaires. Donc rajeunissez, reposez-vous, c'est aussi important, profitez de ce temps-là pour vous reposer, pour vous oxygéner, on va parler de ces clés-là. D'accord.
Parfait. Merci pour tout ça. Tu vois, ça fait 50 minutes déjà qu'on est ensemble. Le temps passe comme une flèche avec toi, tellement tu es sachant, savant et pédagogue. Je voudrais qu'on fasse rapidement, si tu peux, une petite parenthèse sur un élément que tu as mentionné au début de l'entretien et un peu plus tard dans ta conférence, qui est tout cet élément psychologique, de charge psychologique, de poids. Est-ce qu'il y a des façons d'avoir une certaine hygiène? Donc tu parles d'hygiène physique, mais est-ce qu'il y a aussi une hygiène psychique à adopter et qui peut aider à soutenir le système immunitaire? Tu aurais des conseils là-dessus? On va aller un petit peu plus vite, c'est vrai que le temps passe, pardonnez-moi, je suis un peu bavard et un peu passionné par le sujet, donc du coup, on pourrait faire plusieurs webinaires sur le sujet. Le premier conseil, donc je vais essayer d'être synthétique, c'est d'éviter de rentrer dans la psychose. Un outil simple, moi, qui m'a permis de relativiser, j'ai fait comme certains d'entre vous, j'imagine. Au début, j'étais un peu surpris, on savait pas trop ce que c'était que cette bête étrangère, on n'a pas forcément la génétique bien adaptée pour se protéger de celle-ci, donc on était un peu surpris. J'ai regardé les chiffres, j'ai commencé à m'inquiéter, on peut mourir étouffé. Donc ça a duré quelques jours et rapidement, je me suis dit, mais si je rentre dans ce système de peur, je vais nourrir la peur et en même temps, je vais pas être efficace sur mon système immunitaire. Alors, quand j'ai commencé à avoir les premiers symptômes, je me suis souvenu qu'il y avait une clé qui était importante que m'avaient livré mes enseignants, c'est qu'il fallait se focaliser sur tout ce qui était positif. Plus je me focalise sur le positif et mon système immunitaire dialogue avec mon système hormonal, donc le système qui gère le stress, les hormones du stress, les neuromédiateurs, et donc ça m'a même donné une discipline extrêmement intéressante, la neuroendocrino-immunologie. Eh bien, on sait dans cette discipline que finalement, plus je me focalise sur du positif, et mieux mon système immunitaire, je peux l'aider. C'est pour ça que toutes les visualisations, toutes les méditations que vous pouvez faire, qui vont vous aider à aller cultiver le renforcement du positif, et Bibouda est très généreux dans ce sens-là, je fais un petit teasing puisque j'en ai vu quelques-unes très intéressantes, eh bien, c'est extrêmement intéressant. La deuxième clé, c'est arrêter de vous focaliser sur les médias qui tournent en boucle, qui n'ont qu'un objectif, c'est de vous faire peur pour ensuite vendre leurs médicaments, leurs vaccins, je ne sais quoi. En tous les cas, c'est ma croyance, c'est pas obligé de la partager, mais en tous les cas, une chose dont je suis sûr et que j'aimerais vous faire partager, c'est ne rentrez pas dans un système anxiogène, donc regardez à minima les informations qui tournent de toute façon en boucle. À quoi bon regarder les mêmes choses? C'est tout le temps pareil. Alors moi, j'ai fait des zappings, j'ai regardé, puis à un moment donné, j'ai dit, on perd son temps, donc prenez des bons bouquins, prenez du temps pour vous, relaxez-vous, écoutez des méditations, et je vous assure que vous aurez un effet extrêmement positif sur votre système immunitaire. Voilà au niveau psychologie ce qu'on peut dire. Au niveau peut-être aussi, puisque j'ai parlé des piliers de l'activité physique, c'est important de bouger. C'est important d'aller s'aérer. Alors, si vous êtes en appartement, c'est plus compliqué, mais on peut quand même sortir, même s'il y a eu des contraintes pour nos amis parisiens qui nous écoutent, qui étaient complètement irréalistes. On cloisonnait les gens aux heures où on peut profiter de la lumière, du soleil, de l'air, et tout le monde sort à 19 heures, et tout le monde se retrouve massé. Donc, c'est contre-productif. Donc, prenez du temps pour marcher, pour vous aérer, avoir une activité physique. Et au niveau des respirations, il y a plein d'exercices respiratoires que vous pouvez faire. Moi, j'ai suivi les enseignements de Wim Hof. Alors, je l'ai pas rencontré personnellement, mais un de ses élèves, sur les respirations, l'hyperventilation. Alors, faites attention, parce que moi, j'ai refait ça un petit peu violemment. Ça peut un petit peu être douloureux pour les muscles côtiers, au niveau des côtes. Mais, en tous les cas, amenez beaucoup d'oxygène. Ça aère la tête, ça aère le sang et ça renforce l'immunité. Donc voilà une clé importante. Respiration, activité physique, la marche. Voilà, moi j'ai arrêté, je suis cycliste, là je peux pas faire de vélo. Je me contrains aux recommandations, enfin voilà, à minima en tous les cas. Par contre, marcher tous les jours, ça c'est important. S'oxygéner et focalisez-vous sur tout ce qui est bien. Et une clé peut-être aussi importante, François, c'est profiter du temps qui vous est offert pour aller peut-être à la rencontre de vous-même. C'est ce qu'on propose dans les stages de jeunes qu'on accompagne, mais il n'y a pas besoin d'être en jeune. Là, c'est une forme de jeûne, c'est un jeûne de votre vie, on va dire, ordinaire ou habituelle. Profitez de ce temps qui vous est offert, si vous l'avez, parce que certains qui nous écoutent continuent à travailler en télétravail ou les personnes hospitalières ont des charges de travail supplémentaires. Faites des pauses, malgré tout, si vous êtes dans ce cas-là. Et prenez du temps pour aller à la rencontre de vous-même. Parce que si vous voulez aller vers l'autonomie, vers plus de liberté, vers plus de compréhension de votre propre santé, ça nécessite aussi de vous rencontrer et de vous rencontrer dans votre réelle dimension, pas uniquement celle que nous ont fait croire les sciences matérielles, c'est-à-dire que nous sommes qu'un amas de molécules et le fruit du hasard. Nous sommes aussi des êtres électromagnétiques, nous sommes également des êtres émotionnels, nous sommes également des êtres spirituels. Et une clé qui m'a beaucoup aidé, que je connaissais, mais qui m'a permis de le replacer dans ce contexte, c'est de se dire que finalement, tout ce qui nous arrive, c'est pas le fruit du hasard. Il y a derrière, toujours dans chaque expérience, la possibilité de prendre ce qu'on appelle une épreuve, un défi, de prendre ce qu'on appelle
quelque chose de dramatique, qui va être un tremplin pour pouvoir trouver quelque chose de positif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive. Dans chaque expérience, plutôt que de voir ce qui vous tombe sur la tête, dites-vous, comment je peux utiliser ce moment-là pour pouvoir donner du sens et surtout pour être utile et pouvoir utiliser ce temps-là. Eh bien, méditez, allez à la rencontre de vous-même et rencontrez-vous également dans votre dimension de lumière. Le jour où vous rencontrerez votre dimension de lumière, vous saurez que finalement, vous allez vous libérer d'une chose extrêmement importante qui s'appelle la peur de mourir, parce qu'il n'y a que le corps qui va mourir, mais votre âme, votre corps mental, votre corps spirituel, votre corps de lumière, vous l'appelez comme vous voulez, toutes ces structures sont immortelles. Et à partir du moment où on réalise ça, mais on l'expérimente, c'est pour ça que les jeux longs sont intéressants, parce qu'on justement on se détache un peu de la matière, et on vit un peu plus dans ces dimensions un peu plus élevées vibratoirement, et bien à ce moment-là, on se rend compte qu'on se libère d'une peur essentielle qui est la peur de la mort. Et comment nous maintiennent les masses médias, les médias de masse, comment nous maintiennent les politiques, comment nous maintiennent toute notre société? À travers la peur. Vous avez peur? Vous inquiétez pas, moi j'ai des remèdes, je vous amène les médicaments qui vont bien. Alors je suis pas contre les médicaments à 100%, mais dans les maladies chroniques et pour renforcer l'immunité, demandez à votre médecin, demandez est-ce que le médicament que vous allez me proposer ou le vaccin va me proposer, est-ce que finalement il va renforcer mon immunité, est-ce qu'il va me permettre de mieux me défendre ou pas? Si vous dit non, c'est que c'est pas forcément la bonne solution ou qu'il faut en mettre d'autres en plus. Et celles solutions dont on parle, c'est celles qui vont permettre d'augmenter votre vigilance immunitaire, d'augmenter votre efficacité immunitaire et également de donner du sens à votre passage sur Terre. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite, d'utiliser ce temps-là aussi pour vous accorder du temps et d'aller rencontrer la personne la plus importante, vous-même. Waouh, quelle sagesse! Non seulement on a des conseils pratiques, mais quelle sagesse aussi. Tout à fait, la lumière vient mieux que la lumière pour chasser les ténèbres de la peur. Bravo, voilà. Dis-moi, pour finir, là, il nous reste à peu près 5-10 minutes. Est-ce que tu aurais, je t'ai entendu parler, donc tu es aromatologue, excuse-moi, aromatologue. Est-ce que tu aurais des conseils, des petits trucs concrets à donner, des huiles essentielles à respirer, à masser, des points particuliers? Tu as mentionné ça tout à l'heure quelque part. Là, en 5 minutes, tu aurais un petit catalogue de trucs utiles Alors, nous, absolument. J'ai écrit un petit billet qui est disponible sur le site de Bigoуда, donc je vais pas trop le reprendre. Mais ce que j'ai expérimenté, j'en parlais avant d'avoir les symptômes, c'était le laurier noble. Et là, il y a les travaux de mon ami Pierre Fantôme. Je dis ami, c'est pas un ami, c'était mon premier professeur en aromathérapie il y a plus de 30 ans, qui est toujours dans le circuit, qui a publié sur son site des études sur le coronavirus, sur le SARS et sur l'épisode préalable. Et donc, il a montré que le laurier noble a été étudié et qu'il avait une grande efficacité au niveau de ces coronavirus. Cette famille, qui est une grande famille, parce que faire un vaccin sur des coronavirus, c'est comme la grippe, il y a plein de familles, est-ce qu'on est sûr d'avoir la bonne souche ou pas? Par contre, quand on prend l'huile essentielle, ce qui est intéressant, c'est que l'huile essentielle, elle est viricide, c'est-à-dire qu'elle tue les virus, elle renforce notre immunité, et le laurier, il a un champ moléculaire extrêmement intéressant, il va contenir dedans des phénols en petite quantité, mais suffisamment, il va contenir des alcools, je parle pour les spécialistes, il va contenir tout un champ extrêmement intéressant, et qui fait que du coup, ça marche très rapidement. Donc moi, dès que je commençais à avoir des symptômes, des maux de gorge, si vous avez été concerné par ça, il est possible que vous ayez été en contact avec le virus, et moi je crois que les statistiques sont fausses. En fait, on est beaucoup plus nombreux à être en contact, et peut-être que le virus, c'est ce que disent les spécialistes, enfin certains en tous les cas, c'est que le virus arrêtera de circuler quand on aura été suffisamment en contact avec, c'est la pensée suédoise. Alors même s'ils sont moins nombreux chez nous, en tous les cas, ça a plutôt marché bien. Eh bien, le laurier, en bouche, une goutte ou deux, moi j'ai répété ça toutes les 2-3 heures, dès que je sentais les symptômes, donc ça c'est vraiment la barrière. Je fais une petite parenthèse qui n'est pas de l'aromathérapie, mais puisque j'ai testé, ça marche très bien aussi, c'est le pollen. Pas le pollen, pardonnez-moi, j'étais dans les produits de la ruche, mais c'est un autre, c'est-à-dire la propolis. La propolis, qui est cette substance qu'utilisent les abeilles pour protéger l'entrée de la ruche. Du reste, c'est intéressant de se souvenir que l'origine du mot propolis, c'est pour protéger devant la population, polis, donc en grec, en ancien grec. Et donc, c'est ce qui protégeait la population des abeilles. Elles mettent ça à l'entrée, là où il y a simplement le trou d'entrée dans la ruche. Et donc, ça aseptise l'environnement et ça évite justement tout risque de contamination. C'est pour ça que dans une ruche, il fait plus de 30 et quelques degrés, et donc il vaut mieux avoir un milieu très aseptisé. Donc j'ai pris également de la propolis sous forme de teinture mère, extra forte, bien dosée, et entre la propolis et le laurier, eh bien, j'ai réussi à éradiquer très rapidement les maux de gorge, et quand ils revenaient, alors ça fait des vagues, hein, le virus, les charges montent, puis après ça redescend, puis après ça revient, ben voilà, j'ai repris ça. Au niveau
Également, sur le plan corporel, j'ai utilisé on peut mettre un peu de laurier, mais c'est une huile assez chère, donc je l'ai réservé plutôt pour mettre en bouche. Et sur le corps, j'ai mis simplement du Ravinsara, qui est une huile essentielle qui est extrêmement étudiée sur ses propriétés antivirales pour la grippe, elle marche très bien, même si c'est pas la même famille. On sait que elle a des propriétés antivirales, donc le coronavirus reste un virus, même s'il y a une forme particulière, des spécificités. Et le Ravinsara, donc là, j'ai appliqué carrément une dizaine de gouttes le long de la colonne vertébrale, 2, 3, 4 fois, 5 fois par jour dans la période un peu plus marquante, où j'étais un petit peu plus en début de fébrilité et surtout de fatigue, je me suis shooté un peu. Alors vous ferez pas il n'y a pas de danger à surdoser un peu le Ravinsara sur des durées assez courtes, quelques jours. On peut facilement mettre 50 gouttes dans la journée en 5 prises, c'est pas un problème. Par voie transcutanée, le long de la colonne vertébrale ou sur le thorax. Et après, on peut utiliser aussi des diffuseurs, mais tout ça, vous le retrouvez dans le papier de Libuda. Alors, ce que je me suis rendu compte, et là j'étais surpris, le soir quand j'étais un peu détendu, j'arrivais, je regardais, je lisais un livre ou quoi, j'étais sur le fauteuil, et j'avais une douleur dans cette partie-là, je vous fais voir, c'est-à-dire à la jonction entre l'épaule et les côtes, vous voyez exactement là. Et je me suis dit, ça c'est bizarre, j'ai une douleur, donc naturellement j'avais envie de me masser. Et mon épouse qui était à côté de moi, elle me dit, t'as mal? Ben, je dis, ouais, j'ai mal. Elle me dit, tiens, ça c'est les points du poumon. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et j'ai eu quand même quelques petits symptômes. Je sentais que, un peu comme une bronchite, ça commençait à travailler un petit peu dans les bronches. Et donc, ce que je voulais vous faire voir, et peut-être on pourra les mettre plus tard sur le site de Biboula, eh bien, vous voyez là, je ne sais pas si l'image est bonne. Ouais, bon on voit c'est bon. Donc là, on a le 1 et le 2 poumons. Donc, je regarde à l'envers. Voilà, le 2 est en haut, c'est-à-dire que le 2, je vous le fais voir sur moi, il est juste ici, à la jonction de l'épaule et des côtes, et ce point, c'est le 1 poumon. Et le 2 poumons est juste en dessous. Alors, si vous n'êtes pas des spécialistes comme moi, je ne suis pas spécialiste non plus, vous embêtez pas, vous massez cette zone-là, et là, dans les traités de médecine d'acupuncture, il est noté que, à titre préventif, s'il y a les premiers symptômes de grippe, si vous massez régulièrement ces points-là, eh bien, vous allez pouvoir éviter d'avoir la grippe probablement. Donc, je vous conseille de faire un automassage, d'utiliser cette zone-là. Ça marche des deux côtés, bien sûr, hein, à droite et à gauche. Moi, je les sens encore. Là, ils sont plus du tout douloureux. Mais je vous assure que quand je faisais ces massages, vous partez du haut, là, comme je fais voir, et vous massez pendant 2-3 minutes et à répéter régulièrement. Donc ça, c'est les points poumons qui sont importants. Les points poumons, on en a d'autres qui sont très intéressants, qu'on va retrouver sur la main. Donc, vous les voyez ici. Donc, ces points-là, alors je vous fais voir sur la main, vous prenez votre pouce, et dans la continuité du pouce, c'est pareil. Donc, il y a le 7, il y a le 8, il y a le 7, le 8 et le 9. Hein, ils partent ici. Eh bien, vous allez masser le long. Et là, vous embêtez pas. C'est comme pour les points là. Là, on est en automassage. On n'est pas en acupuncture ou en digitopuncture. Il y a d'autres spécialistes bien plus compétents que moi dans le sujet. Mais ça, c'est un point qui est vraiment complémentaire. Vous allez faire 2 points poumons, 3, 4 points, 5 points poumons. Et en faisant ça tous les jours, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire remonter le chi, c'est-à-dire l'énergie de vie. Eh bien, ce que disent les Asiatiques en acupunctrice ou les Indiens, hein, qui ont été également des pionniers avant même la Chine de l'acupuncture, probablement, eh bien, nous disent que finalement, en restimulant ces points, on fait rentrer l'énergie de vie et on redonne de l'énergie à notre système immunitaire. Et ces points-là sont très importants. Et si vous voulez un petit bonus, eh bien, le petit bonus, je vais me lever pour que vous voyez, ou je vais me reculer plus exactement, c'est les points ici qui sont tous en lien avec le thymus. Donc là, vous pouvez, on le fait également en EFT, hein. Donc il y a des points de l'EFT qui sont ici. Mais là, on va stimuler en automassage tous les points du thymus, qui sont des points extrêmement intéressants, puisque le thymus est à l'origine des lymphocytes T, qui portent le nom T comme thymus. Eh bien, en stimulant ces points-là, pareil, comme je suis en train de le faire, je ne vais pas le faire trop longtemps, parce que peut-être que pour le micro, c'est pas très agréable. Donc ça, ce sont des points importants. Et le bonus, je peux vous rajouter, éventuellement, ce que je ferai, je donnerai les informations pour qu'on puisse vous le mettre dans le replay avec des petites planches. Eh bien, c'est un point du gros intestin qui se trouve ici, entre le pouce et l'index. Je suis en train de trouver comment vous faire voir, là, ici. Et donc, c'est le 4GI. On va le chercher à l'intérieur. Et celui-ci, c'est un point qui est important. On l'utilise aussi quand on n'est pas bien. En point de réanimation, on dit, dès que quelque chose s'effondre et n'est pas bien, on va stimuler le 4GI. Et après, vous pouvez regarder des planches d'anatomie sur Internet, on en trouve. Hein. Donc, ce qu'il faut vous noter, c'est les points poumons. Les points poumons ici, 1 et 2. Ensuite, les points 7, 8, 9 ici. Le thymus et le point également, le 4, gros intestin. Voilà, donc là, vous avez des outils. On a de la phyto, on a l'aroma, on a la digitopuncture, on a l'alimentation, la psychologie. Eh bien, on est vraiment au cœur de la médecine de terrain. Et le propre de la naturopathie, justement, c'est d'avoir fait cette synthèse de l'ensemble de ces outils pour en faire une médecine à part entière, reconnue, si c'est en France, au moins par l'OMS comme médecine traditionnelle.
et donc qui fait partie des médecines de la tradition et qui est au service de notre terrain. Eh bien, cette médecine n'a jamais eu autant d'importance, d'utilité dans ces périodes de pandémie. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Ce sera un peu mon mot de la fin avant de répondre à vos questions. Oui, tu en as fait la brillante démonstration ce soir de tout ce que peut la naturopathie, l'aromathérapie et la nutrition dans le renforcement du système immunitaire et dans la bonne gestion de cette période épidémique et pandémique. C'était, bon, j'ai dit tout à l'heure, tu pourrais écrire un dictionnaire, mais non, tu pourrais écrire une encyclopédie là-dessus, c'est encore mieux. Alors avant l'encyclopédie, évidemment, il y a une offre qui est que tu as formalisée, où tu détailles, alors je sais pas si c'est possible donc, de détailler, mais du moins tu reviens assez précisément dans tout ce que tu viens d'expliquer et d'autres choses. Offre qui doit s'apparaître là si tout se passe bien pour tout le monde, pour tous ceux qui voudraient approfondir avec toi les connaissances autour de l'immunité au naturel. Est-ce que tu peux nous en détailler 2-3 points? Oui, donc ce que je disais, c'est que là, ce qu'on a vu, c'est une synthèse. C'est une synthèse d'une heure qui va vous donner des clés pratico-pratiques. L'objectif, c'est que même si vous prenez pas les formations, vous puissiez avoir des clés pratiques. C'est vraiment mon objectif. Maintenant, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, comme je vous le proposais en début d'entretien, vers des clés d'autonomie, que vous souhaitez mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent la santé, mieux comprendre comment fonctionne votre corps, sans aller dans des cours trop techniques, c'est vraiment des formations grand public, eh bien, en effet, j'ai mis en ligne à travers l'offre, la plateforme de Bibouda, un outil qui s'appelle Booster votre santé à travers les clés de la naturopathie. Donc, c'est vraiment une formation de, je sais plus le nombre d'heures en tête, mais plusieurs, enfin 10, 15 heures, je sais plus, vous le verrez sur le détail, j'ai plus ça en tête, mais qui vont vous permettre de reprendre tous les piliers dont on a vu, un par un, de les détailler et vraiment d'aller jusqu'au détail de qu'est-ce que je peux mettre dans mon assiette, comment je vais cuisiner, quel mode de cuisson, sur l'alimentation. Donc ça va jusqu'à là. Quels sont les vitamines, les minéraux, où c'est que je peux les trouver. Donc c'est vraiment une offre complète, enfin une formation complète qui vous permettre de comprendre tous les piliers dont on a vu ce soir dans le détail, de pouvoir vous les approprier. Donc pour moi, je dirais, c'est le b.a.-ba que chaque personne devrait avoir, parce que malheureusement, la santé n'est pas enseignée dans quelque endroit que ce soit à l'école ou même à l'université. Vous savez qu'en médecine, on n'apprend pas aux médecins la santé, on apprend à traiter la maladie, ce qui n'est pas la même démarche. Les deux sont utiles, mais c'est pas la même vision. Et donc, du coup, c'est pour pallier peut-être à ce défaut, à cette carence éducationnelle, où j'ai mis en ligne, on a mis à Bibouda en ligne cette offre pour vous rendre autonome. La santé, ça s'apprend. Donc le credo, il est là. Et après, il y a une deuxième formation où je suis également, comme tu le rappelais, François, aromatologue ou aromathérapeute. Et dans cette version-là, bien, je vais vous donner les clés pratiques pour pouvoir utiliser sans danger au quotidien les huiles essentielles. Et ce soir, on a décidé avec Bibouda de faire un focus vraiment sur le premier module, c'est vous faire une offre promotionnelle très attractive pour que chacun et chacune, que l'argent soit pas un frein pour que vous puissiez investir dans cette formation. Cette formation, je vous rappelle, vous avez des supports de cours qui sont avec. Vous avez également la possibilité, je reçois régulièrement des questions quand ça coince, que vous n'avez pas compris, de passer par l'intermédiaire de Bibouda et je réponds aux questions pour pouvoir vous accompagner. C'est mieux qu'un livre, il y a une interaction et un suivi derrière. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la formation en ligne, donc et de disponible ce soir dans des conditions très intéressantes. Ok, c'était très clair. Merci pour ces précisions. Alors maintenant, le moment est venu que je me fasse un peu le porte-parole de toutes les questions qui nous ont été posées ce soir par ceux qui t'ont écouté avec passion. Il y a beaucoup de questions sur le jeûne. Ça a vraiment capté l'attention. Notamment une question de Jacqueline qui dit qu'elle fait un jeûne intermittent 18 heures, donc durant 18 heures, ou OMAD depuis 2 ans. Est-ce que c'est indiqué dans cette période de pandémie? Alors, moi, je fais du jeûne séquentiel 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, une des clés essentielles d'être en bonne santé, c'est de manger mieux et de manger moins. Donc, la façon dont j'ai trouvé pour manger moins au quotidien, sauf quand je suis en période de jeûne, puisque là, je mange pas, le problème est réglé, mais c'est de diminuer mon nombre de repas et de rassembler mes repas sur une période plus courte. C'est vrai que grand nombre d'études, et j'en ai rapporté dans mon ouvrage, focalisent sur le fait de faire une pause de 16 heures. Alors, si c'est 14 heures, c'est mieux que 12 heures. Et si c'est 12 heures, c'est mieux que 8 heures. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de raccourcir le temps où vous prenez vos repas et d'allonger le temps où vous ne prenez pas de repas. Parce que pendant le temps où vous ne prenez pas de repas, c'est-à-dire la partie jeûne, qui habituellement est très courte, c'est juste le jeûne nocturne, sauf pour ceux qui se lèvent la nuit, ce jeûne-là est pas suffisant pour permettre au corps d'éliminer les toxines. Et on l'a montré tout à l'heure, c'est qu'il y a un lien direct entre la virulence des attaques virales, Covid-19 ou autres,
et l'intoxication de notre terrain. Et donc, nous sommes sur des terrains intoxiqués parce que nos modes de vie ne sont plus adaptés pour permettre à notre corps d'éliminer au fil du temps. Donc là, le jeûne séquentiel devient un outil de compensation de notre mode de vie occidental. On fait une pause plus longue. Donc oui, c'est adapté de faire du jeûne séquentiel pendant cette période d'infection virale, mais c'est adapté au quotidien. Et après, si on veut aller plus loin, eh bien, on va faire un jeûne, comme je l'ai un peu plus long, 72 heures. Les deux sont complètes. Le jeûne séquentiel ne remplacera pas le jeûne de 72 heures. Par contre, le jeûne séquentiel, à minima 5 jours par semaine, c'est ce que nous ont montré les études. En dessous, on a moins d'efficacité. Donc, au moins 5 jours par semaine, je laisse 16 heures de repos entre le dernier repas et le repas du lendemain. Eh bien, ça va entretenir les bénéfices d'un jeûne de 3 jours ou d'une semaine. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette approche? Il y a plusieurs questions qui tournent autour de ça. Que l'aspect alimentation réconfort, grignotage, envie de sucre, c'est aussi beaucoup lié, nous expliquent souvent les nutritionnistes, aux chutes de glycémie tout simplement. On fait une chute de glycémie dans la journée ou dans la soirée. Et donc on a spontanément envie de compenser cette glycémie et donc se réfugier vers les sucreries où tout ce qui est sucré apporte de l'énergie. De telle sorte que les nutritionnistes disent il faut manger de la protéine le matin, de telle sorte que ça limite, ou beaucoup de fibres, de telle sorte que ça limite les risques d'hypoglycémie. Tu es d'accord avec cette façon de voir? Oui, je suis d'accord avec ça, François. Là, on parle de chrononutrition. C'est vrai que si on déjeune le matin, prendre des protéines le matin, mais pas forcément que des protéines animales. Hein. On peut prendre aussi des protéines végétales, comme les oléagineux, qui amènent du gras et des protéines. On est sur des dosages de protéines assez importants, 10, 12, 13% hein, sur les oléagineux. Donc, c'est une bonne solution. Maintenant, les pics glycémiques, on les gère facilement, et ça, j'en parle vraiment dans la formation en ligne, en e-learning chez Bibouda, en expliquant que le sucre, c'est un vrai problème, c'est un vrai fléau, et qu'on a été manipulé par l'industrie agroalimentaire, justement, en rajoutant du sucre à toutes les sauces, des sucres à index glycémique extrêmement élevés, entre autres des sucres à base de maïs modifiés, qui permettent d'avoir un fructose extrêmement violent. Et donc, ça, c'est sûr que la première démarche à faire, c'est de supprimer au maximum, de diminuer au maximum tous les sucres fabriqués par l'industrie agroalimentaire. Donc tous les sodas, tous les plats préparés, même dans les plats salés, il y a du sucre. Donc on revient au conseil que je donnais tout à l'heure, augmenter les aliments naturels, les aliments végétaux, et donc on règle le problème. Une autre façon aussi de pallier aux baisses de glycémie, c'est d'augmenter les aliments à index glycémique bas. Plus je mange des légumineuses, plus je mange des oléagineux, etc., qui ont des index bas ou très bas, et bien du coup j'amène de l'énergie au long cours, et j'ai plus ces fluctuations, ces montagnes russes, où un coup ça monte, un coup ça descend. Et le gras permet, le bon gras végétal, c'est-à-dire les oléagineux, avocats, noix, noisettes, amandes, permettent justement de baisser la charge glycémique et d'éviter ces fluctuations-là. Donc, le besoin de récompense, il est là. On peut se faire plaisir, éventuellement, mais comme je rappelais tout à l'heure, prenez un carré de chocolat noir, donc il y a peu de sucre, mangez-le en pleine conscience, vous n'êtes pas obligé de prendre la tablette. Prenez un fruit, vous amenez un sucre fabriqué par la nature, vous allez stimuler les circuits dopaminergie, donc les circuits de la récompense en bouche, vous allez vous faire plaisir, et vous n'êtes pas obligé de vous taper un litre de soda ou de coca ou autre. Donc on peut, bien sûr, on va garder quand même cette notion de plaisir, c'est important, surtout dans cette période un petit peu particulière, mais on peut le faire également avec des aliments sains, donc manger sainement, c'est-à-dire non pas à la mode ou équilibré qui veut rien dire, parce que ça c'est du marketing, tous mes patients me disent je mange équilibré, et quand je fais mon bilan nutritionnel, je me rends compte qu'il y a 80% des choses à reprendre quand ils pensaient manger équilibré. Donc manger équilibré, c'est ce j'ai évoqué les grandes clés ce soir, hein, et c'est développé dans le e-learning, c'est vraiment augmenter le végétal, les aliments les plus naturels possibles, et faites-vous plaisir occasionnellement. Vous pouvez faire un écart, pour moi c'est pas un problème, j'en fais occasionnellement aussi, mais réguler, en faisant la contrepartie le lendemain, en allant faire une petite diète, par exemple. D'accord. Un autre levier fort des recommandations qui sont faites pour maintenir une bonne immunité, c'est de bien dormir, d'avoir un bon sommeil. Parce qu'on sait quand on a le sommeil perturbé, il y a les hormones qui fluctuent, la dopamine, la mélatonine, tout ça, et ça peut contribuer aussi à des comportements compulsifs et alimentaires, d'avoir des chutes de dopamine ou de mélatonine. Est-ce que tu recommandes des supplémentations en précurseur de dopamine et mélatonine, ou même en mélatonine ou en dopamine directe, ou pas pour l'immunité? Ça, je le fais dans le cadre de la consultation en sur-mesure. Moi, l'idée, là, on est dans un webinaire généraliste. Ce que j'ai envie de dire, c'est suivez les conseils nutritionnels dont on a parlé ce soir. Vous allez déjà améliorer votre santé. Maintenant, si vous avez des problèmes de sommeil, et j'ai une de mes filles qui a été confrontée à ça, avec des maux de tête, elle avait du mal et tout, j'ai rien contre, utiliser la mélatonine naturelle par voie en spray, parce que la mélatonine est dénaturée par la digestion. Donc là où elle est la plus utilisée et la plus biodisponible, c'est lorsqu'elle est absorbée directement au niveau de la muqueuse buccale. Donc les sprays de mélatonine, 1 mg, 2 mg, une demi-heure en coucher, c'est pas dangereux.
elle est d'origine naturelle, c'est à partir de noyaux de cerise qu'elle est extraite. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être une aide à l'endormissement. Mais tous les autres outils dont on a parlé tout à l'heure sont très utiles, c'est-à-dire que si je fais des pauses respiratoires, si je fais des relaxations, si je fais des périodes de centrage, si j'ai une activité physique, je vais marcher, je vais équilibrer aussi mon système nerveux. Donc mes notions de dosage dopamine, sérotonine, acétylcholine et autres, et toutes les hormones du stress vont déjà naturellement rééquilibrer. Maintenant, en effet, et ça je le traite en individuel, quand il y a des vrais problèmes, d'agir au niveau des précurseurs de la tyrosine, par exemple, mais on va la retrouver dans les acides aminés. Si on les prend le matin, on va augmenter les précurseurs de la dopamine à travers l'apport de L-tyrosine. Donc, on peut le trouver comme ça. La sérotonine, on peut également l'améliorer avec les précurseurs en prenant des légumineuses. Le soir, par exemple, avec des lentilles, on augmente ses taux de sérotonine. Donc, l'alimentation doit être notre première médecine. Et s'il y a besoin, seulement après, on peut en effet jouer. Mais par contre, tu as rappelé un point important dont je n'avais pas parlé ce soir, François, et je te remercie de l'avoir fait, c'est de parler de l'importance de la qualité du sommeil. Dans l'hygiène neuropsychique, on parle du psychisme, on parle aussi du système nerveux, et respecter les heures de sommeil. Bien sûr, beaucoup d'entre nous ont été amenés à surconsommer un peu des médias, de la télé, etc. C'est le meilleur moyen pour perturber notre sommeil. C'est pour ça que les ondes électromagnétiques, les rayonnements de la télé et des smartphones et autres, alors même s'il y a des filtres, ça limite un peu la casse, mais c'est pas les meilleures conditions pour avoir un sommeil réparateur. Et qui dit sommeil réparateur dit également une immunité réparée et plus efficiente. Donc oui, pour l'importance du sommeil, et oui, trouver des clés, et ben une relaxation de soir, des techniques respiratoires, une petite sophrologie, ça marche très bien et ça améliore la qualité du sommeil. Super. Question pointue de Laurence. Bonsoir. Quelles alternatives pour les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable qui doivent limiter les fibres irritantes? Parce que tu insistais évidemment sur l'importance des fibres. Et donc, il y a des gens qui tolèrent mal les fibres. Comment peuvent-ils faire? Alors, côté légumes, c'est facile à régler, puisque côté légumes, on va faire des jus. Donc, dans ce cas-là, au lieu de prendre des carottes, on prend un jus de carotte à l'extracteur. Au lieu de prendre, voilà. Il y a des fibres qui sont pas trop irritantes, c'est les salades. Les légumes, on va, autant que faire se peut, les consommer crus vivants à travers l'extraction. Là où il faut être prudent, c'est en effet, pour Laurence, c'est toutes les légumineuses qui sont extrêmement précieux en capital santé pour leur richesse en fibres, mais qui peuvent être irritants. Donc là, il faut trouver pour vous la quantité que vous tolérez sans qu'il vous irrite. Et pour les patients, mais ça c'est en consultation qu'on le voit, là on fait du sur-mesure, à ce moment-là on ajuste et on réintroduit progressivement les fibres en fonction de la sensibilité. On est même arrivé, dans certains cas, je suis même arrivé à faire ce qu'on appelle le food map, c'est-à-dire éliminer toutes les fibres et les réintégrer au fur et à mesure et voir celles qui posent problème. Pour les légumineuses, limitez la quantité et sachez qu'en faisant tremper la veille vos lentilles corail. Alors, les lentilles corail, c'est pas indispensable parce qu'elles sont moins irritantes, mais lentilles, pois, fèves, etc., haricots rouges et autres, eh bien, en les faisant tremper la veille, déjà, on diminue l'irritabilité. On peut mettre éventuellement un petit peu de bicarbonate de soude, c'est pas super naturel, mais c'est un moyen d'enlever les fibres les plus irritantes, surtout pour l'haricot blanc ou les pois chiches. Ponctuellement, on peut faire ça. On peut faire la même version plus naturelle avec une algue qui s'appelle la wakame. Donc, c'est plus intéressant. Dans ce cas-là, on va plutôt se cantonner à ça. Et éventuellement, passer au mixeur ces légumineuses pour les rendre moins irritantes. Ça va faire de l'houmous plutôt que des pois chiches. Ça va faire un dalle de lentilles plutôt que des lentilles. Voilà quelques clés pratico-pratiques. Mais l'important, en effet, de ne pas amener trop de fibres si vous avez un syndrome de l'intestin irritable et essayer de vous débrouiller comme ça. Ou autrement, après, il faut consulter pour faire du sur-mesure et avoir un programme plus spécifique, adapté et bien gérer les différents paliers. Super. Attends, la question... bon, je la retrouve pas, mais je la reformule. La personne qui l'a posée se reconnaîtra tout de suite. Pourquoi je la retrouve pas? Peu importe. Qu'est-ce que tu penses de l'absorption de fortes doses de vitamine C? Parce qu'on sait, parenthèse, qu'un médecin dans un hôpital de Shanghai a montré qu'il avait pris en charge des patients atteints de Covid à coup de fortes doses de vitamine C de l'ordre de 6 grammes jour. Que penses-tu pour le système immunitaire de l'apport de fortes doses ou de doses de vitamine C et quelles sont les doses que tu recommanderais? Oui, alors c'est vrai que voilà, dans les compléments nutritionnels, ceux qui sont particulièrement adaptés pendant cette période-là, c'est la vitamine C, c'est le zinc. Alors la vitamine D n'est plus indispensable si vous avez la possibilité d'aller à l'extérieur, c'est ce que j'ai fait, du reste ça se voit un peu. J'ai fait de la vitamine D naturelle en m'exposant au soleil, donc je prends assez rapidement. Mais la vitamine C est très intéressante et j'allais dire indispensable en période infectieuse pour la grippe. Donc on sait par extension qu'elle est très utile au niveau également de la protection, enfin du boostage, du soutien
j'ai vu un commentaire en disant on ne booste pas le système immunitaire. Vous avez raison, je me suis repris tout à l'heure en disant on soutient le système immunitaire. Mais quand on analyse les cellules immunitaires, on regarde que ce sont des utilisatrices 100 ou 200 fois supérieures de vitamine D et de vitamine C. Donc s'il y a une carence, on va ralentir leur efficacité et donc on n'a pas intérêt de carencer en vitamine C. Alors quand on la cherche de façon naturelle, dans les super-aliments dont j'ai parlé, on en a déjà pas mal, entre autres dans le pollen, les graines germées et autres, mais on peut en effet prendre des compléments de vitamine C naturels idéalement, et la plante la plus concentrée en vitamine C naturelle, c'est l'acérola. Il faut savoir qu'il vaut mieux prendre de l'acérola à 200, à 1 gramme, enfin 200 milligrammes, qui va apporter 200 milligrammes de vitamine C, 1000 milligrammes d'acérola qui vont être concentrés, c'est un jus qui est déshydraté, et plus grande concentration qu'on a à faire, c'est à 25%. Il vaut mieux prendre ça toutes les 2 heures, puisque de toute façon, on a un facteur limitant qui est l'absorption intestinale. On ne peut pas absorber plus de 250 mg au niveau du grêle. Donc, il vaut mieux prendre 250 mg toutes les 2 heures, c'est-à-dire l'équivalent d'un gramme d'acérola concentré à 25%, que de prendre 6 grammes d'un seul coup. Les études qui ont été faites, il y a beaucoup de médecins qui ont travaillé dessus, je pense à Alain Scoï, mais bien d'autres, ont montré que si on veut aller sur des forts dosages, pour booster, vous voyez, la déformation, pour agir au niveau de notre système immunitaire, il faut passer en voie intraveineuse. Et là, on est dans un acte médical, donc ça rentre plutôt dans notre sujet. Mais bien sûr que la vitamine C est importante à prendre. Nous avons pris des doses à peu près 3-4 grammes par jour, mais réparties toutes les 2 heures. Et là, oui, ça a du sens. Très bon conseil. Juste une question très simple, de rappeler un point que tu as mentionné mais qui est important. Michel te demande, pouvez-vous redonner le nom spécifique du zinc? Tu as employé 2 termes spécifiques biochimiques de formes de zinc les mieux assimilables. C'était quoi ces termes? Picolinate et bisglinate. Picolinate et bisglinate. Donc ce sont en fait le zinc, c'est un minéral, qu'on ne trouve pas. On mange pas du zinc. On mange pas des gouttières en zinc. Donc on va le trouver dans les huîtres, on va le trouver dans le coquillage, on va le trouver dans certains produits carnés, en partie. Mais, quand on veut complémenter en zinc, et je fais une parenthèse, avec le jeu des zinc, une étude que j'ai lue récemment, eh bien, quand on veut complémenter en zinc, pour que le zinc passe la barrière intestinale, on peut pas le prendre seul. Donc, il faut le prendre sous forme de levure, mais les formes les plus biodisponibles, c'est-à-dire qu'on mime ce que fait la nature, c'est-à-dire qu'on l'associe à un bisglinate, c'est-à-dire à 2 glycines, 2 acides aminés, et c'est digéré comme des acides aminés, et quand ça passe à la barrière intestinale, à ce moment-là, le zinc est libéré, et il va faire son job. Et donc ça, c'est pour les bisglinates, et les picolinates, c'est pareil, c'est une forme qui permet de rendre la biodisponibilité. Alors, par rapport au zinc, j'ai lu une étude récente qui m'a interpellé au plus haut point. Je savais, pour avoir fait beaucoup de recherches pour écrire cet ouvrage de référence sur le jeûne, qu'on avait des régulations naturelles qui se faisaient pendant la pratique du jeûne. On fait des dosages, on a des cliniques, entre autres, je pense à celle de Luchinger, qui sont équipées au niveau médical pour pouvoir faire des dosages tous les jours et qui ont l'avantage de faire des jeûnes qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines. Donc, ça nous permet de voir qu'on n'a pas de carence, même en faisant un jeûne de 3 semaines, si on n'a pas démarré des carences sévères avant. Donc ça, c'est la première chose importante de savoir et de rassurer les gens qui vont faire 3 ou 7 jours de jeûne en disant non, vous allez manquer de rien, votre corps a toutes les réserves, soyez rassurés. Je savais qu'on régulait les taux de fer et l'explication, c'était de dire que certainement, il y a du fer qui était disponible dans le corps, mais il était quilaté, il était prisonnier et le corps pouvait pas l'utiliser. Et comme le corps est intelligent, lorsqu'on arrête de manger, eh bien finalement, il retrouve des mécanismes de libération, de détoxication, et ce fer se remet en circulation et on peut l'utiliser. Et ce que j'ai découvert, et c'est tout récent, ça n'a que quelques jours, c'est qu'une étude a montré que à partir de, c'était sur 10 jours, mais bon, à partir de 10 jours, mais je pense que ça commence avant, eh bien les taux de zinc sont au-dessus des taux de zinc normaux. C'est-à-dire que même en prenant des compléments alimentaires comme les bisglinates ou les picolinates de zinc, vous allez arriver à des taux normaux. Donc vous serez au taux qui va bien pour pouvoir rendre votre système immunitaire le plus efficient possible. Et là, ce qu'a montré cette étude, c'est qu'au cours d'un jeûne, eh bien, l'organisme était capable de faire monter le taux de zinc au-delà des normes biologiques. Et là, la question est la suivante. Pourquoi il fait ça? Et si par hasard, justement, c'était un moyen que l'organisme a utilisé, alors on sait pas par quel, on n'a pas expliqué les procédés, mais justement, pour soutenir au mieux et rendre son immunité la plus efficace possible, parce que dans la première partie du jeûne, l'organisme, lui, il détecte qu'il est en stress. Et ce stress biologique, ce stress cellulaire est important parce que c'est lui qui va modifier certaines voies métaboliques, qui va faire que les cellules se protègent mieux, ce qui fait qu'elles supportent mieux la chimio, c'est également les travaux de Walter Longo, et que quand il est en jeûne, le corps, eh bien, une fois que ce stress est enclenché, à travers les hormones du stress, adrénaline, noradrénaline, il oblige le corps à aller chercher des réserves, non pas dans les muscles, mais dans le gras.
Donc c'est bien, il vaut mieux garder ses muscles parce qu'il y en a un qui est fondamental à garder jusqu'au bout du jeûne, ça s'appelle le cœur, le muscle cardiaque. Et donc ce stress est utile. Mais comme il est en stress, peut-être qu'aussi il veut se protéger d'éventuelles attaques virales et il se dit il faut que je me protège parce que l'objectif c'est de préserver la vie jusqu'au bout pour garder à la fois les capacités physiques, intellectuelles, immunitaires pour pouvoir continuer à prélever sa nourriture dans un modèle ancestral. Donc petite parenthèse sur le zinc et le jeûne. Super, c'était une mine d'informations inépuisable. Allez, dernière question, un petit peu compliquée peut-être, mais je ne doute pas que tu aies la réponse. Il y a quelques questions qui tournent autour de ça et je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que tout ce que tu dis, ça marche en cas de maladie auto-immune? Il y a des gens qui sont bien dans ce qu'on appelle une maladie auto-immune, par exemple une thyroïdite Hashimoto, un diabète. Sa système immunitaire se retourne contre toi, donc il n'est pas paresseux ou inactif, il est au contraire suractif et il se met à s'attaquer à notre organisme. Est-ce que tout ce que tu viens de dire fonctionne aussi pour ces gens-là et peuvent-ils appliquer tes principes? Alors, pour le jeûne, complètement. On a énormément d'études qui ont montré, et j'ai moi-même pas mal d'exemples autour de ma patientèle, auxquels j'ai conseillé le jeûne, pour lesquels ils sont venus faire des jeûnes avec nous, pour justement avoir une action sur l'immunomodulation. C'est pour ça que le système immunitaire, au départ, c'est notre défenseur, il est à notre service. Il n'est pas là pour se retourner contre nous et pour pouvoir aller attaquer des tissus de la thyroïde, Hashimoto, attaquer des tissus nerveux, le maladie de Charcot, etc. Enfin, toutes les maladies auto-immunes ou des cartilages, avec la polyarthrite rhumatoïde et spondyloarthrite, etc. Donc le système immunitaire, s'il marche plus bien, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a perturbé. Quand on met le corps au repos, finalement, c'est un peu comme si on remettait les compteurs à zéro, et donc on va peut-être pas traiter toutes ces maladies, on va pas traiter une Hashimoto ou une spondylo, mais on va améliorer énormément de paramètres. Donc il n'y a aucune contre-indication, il n'y a que des indications sur le jeûne pour les maladies auto-immunes. Ensuite, il y a d'autres paramètres à voir. Ça, c'est un autre débat. C'est la vitalité, là où on est la personne, etc. Mais c'est une indication. Les seules prudences qu'il y a à avoir par rapport à tous les conseils que j'ai donnés ce soir, mais ça rentre pas dans le champ dont j'ai parlé, c'est les huiles essentielles, où il y a certaines huiles essentielles qui sont immunostimulantes. Et là, en effet, il y a des précautions à prendre sur ces huiles essentielles par rapport aux maladies auto-immunes. Mais les maladies auto-immunes, encore une fois, on peut comprendre qu'elles n'arrivent pas par hasard. C'est pas une maladie génétique. On fabrique une maladie auto-immune. Et je suis pas en train de culpabiliser qui que ce soit en disant ça. Si ça vous arrive, c'est parce que vous saviez pas. Justement, en apprenant la santé, on se rend compte qu'on peut inverser la tendance. Et les personnes qui viennent me voir, elles viennent pas me voir pour me faire plaisir, elles viennent me voir parce qu'on a des résultats en faisant de la médecine de terrain. Et je fais pas de publicité. Ils viennent à travers le bouche à oreille parce que justement ça fonctionne. Et j'ai de plus en plus de personnes qui se retrouvent avec des problèmes auto-immuns et que ce soit l'allergie qui est une forme de dysfonctionnement immunitaire ou toutes les maladies dont on a parlé préalablement, eh bien en traitant le terrain, on améliore forcément ces maladies-là parce que le corps retrouve de l'intelligence et on peut améliorer. Et même des personnes qui étaient sous traitement, je pense à des polyarthrites, qui ont pu, c'est le médecin qui intervient sur le traitement médical, c'est pas moi, chacun a sa responsabilité, mais comme la personne allait mieux, le médecin a pu modifier le traitement, même d'autres qui ont guéri définitivement avec l'hygiène de vie, avec le jeûne, on a des possibilités, on les oublie, mais on a des capacités, on donne notre pouvoir à l'extérieur, alors qu'on peut retrouver notre pouvoir à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est important de se former, s'informer c'est bien, se former c'est mieux. Parfait pour le mot de la fin, c'est formidable ce que tu nous dis, c'est formidable ce qu'on entend pouvoir guérir de maladies auto-immunes, c'est prodigieux comme message. Je rappelle à tout le monde que, comme moi, qui n'ont pas tout retenu de la montagne d'informations utiles que tu as données, vous pouvez retrouver le replay de notre entretien ce soir d'Alain et moi sur le site de Bibouda. Vous pouvez évidemment, si tout cela vous intéresse et même vous passionne, vous tourner vers la formation donnée par Alain, qui vous enseignera des choses de l'ordre du prodige, et ce n'est pas mentir que de dire ça. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis jusque-là. Merci beaucoup Alain de toutes ces informations et au plaisir de se retrouver très vite. Merci François, puis très heureux de voir les chiffres. On l'a pas dit, mais plus de 1400 auditeurs en fin de webinaire, c'est vraiment super. C'est un peu le mot de la fin, j'avais un peu peur en disant, mais le sujet finalement, est-ce qu'il est pas trop redondant, est-ce qu'on n'a pas trop d'informations? Et quand j'ai vu le nombre d'inscriptions, je me suis dit, bon, c'est plutôt bon signe. Si vous êtes demandeuses et demandeurs d'informations, eh bien, je me réjouis d'avoir pu vous accompagner au cours de cette soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et n'oubliez pas que vous pouvez devenir le propre capitaine de votre navire, de votre santé. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, et au plaisir de vous retrouver prochainement.